Monsieur Pierre Moscovici, que nous auditionnons en sa double qualité de président du Haut Conseil des finances publiques et de premier président de la Cour des comptes, est également lui-même connecté à distance à l'audition, car il se trouve à New York dans le cadre de la mission de certification des comptes. Vous m'entendez pas? Ah. Merci. Dans le cadre de la mission des certifications des comptes de l'ONU dont est chargée la Cour des comptes actuellement. Donc je dis donc bonjour à Pierre Moscovici, puisque pour lui c'est le matin, et pour nous c'est l'après-midi. Néanmoins, compte tenu de l'importance des sujets évoqués, je le remercie de s'être rendu disponible dans toute la mesure du possible pour pouvoir évoquer avec nous le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2023, la certification des comptes de l'État par la Cour des comptes, l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur le programme de stabilité que le gouvernement va présenter aux institutions européennes, l'avis du Haut Conseil sur le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes pour l'année 2023. Cette audition sera suivie à 17h de celle du ministre chargé des comptes publics, M. Thomas Cazenave. L'ensemble de ces travaux permettront ainsi de préparer au mieux le débat en séance publique relatif aux orientations et à la programmation des finances publiques qui aura lieu lors de la reprise des travaux en séance publique de notre Assemblée lundi 29 avril à 15h. L'audition du président Moscovici va très certainement enrichir notre réflexion dans la perspective de ce débat en séance publique. On peut d'emblée relever que si l'avis du Haut Conseil sur le projet de loi de règlement estime que l'écart entre le solde structurel prévu pour 2023 et celui fixé dans la loi de programmation des finances publiques n'est pas suffisamment important pour mettre en œuvre les mesures correctrices prévues par l'article 62 de la loi organique relative aux lois de finances, l'avis rendu sur le programme de stabilité ne laisse pas d'inquiéter lorsqu'il relève que la prévision des trajectoires des finances publiques manque, je cite, de crédibilité et de manque de cohérence. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Parfaitement. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord, merci de votre invitation. Notre mission d'assistance au Parlement est pour moi essentielle parce qu'elle nous met directement à contribution pour informer les parlementaires et les citoyens sur la conduite des affaires publiques et donc pour faire vivre le débat démocratique. Vous avez dit pourquoi, pour ma part, cette audition se déroulait dans un format un peu inhabituel. Je suis en effet actuellement à New York dans le cadre du mandat d'audit de la Cour des comptes pour l'audit externe des Nations Unies. Mais j'ai choisi naturellement, grâce à la conférence, c'est facile, malgré la distance et sans attendre la reprise de vos travaux parlementaires, de répondre à votre invitation afin de présenter différents travaux publiés aujourd'hui qui ont tous en commun d'expliquer la situation de nos finances publiques et leurs perspectives. Et comme vous l'avez dit, vous auditionnez à la fois le président de la Cour des comptes et celui du Haut Conseil des finances publiques sur 4 publications. Les rapports sur l'exécution du budget de l'État et la certification des comptes de l'État pour 2023, qui ont été joints au projet de loi de règlement, ça c'est pour la Cour des comptes, l'avis du Haut Conseil des finances publiques sur le projet de loi de règlement et son avis sur les prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité 2024-2027. Tous ces travaux sont publiés aujourd'hui même, ils sont en fait tous publiés maintenant. En effet, ici, il est 9h du matin, donc les avis sont déjà publiés. Je crois que les rapports sur le loi de règlement sont publiés maintenant. C'est toujours pour nous un moment très important, aussi pour les magistrats qui composent à la fois la juridiction, mais aussi pour les membres du Haut Conseil des finances publiques. Mais cette année, je veux le dire d'emblée, la dégradation assez spectaculaire des finances publiques change la donne et leur confère un caractère d'alerte et d'urgence. Le déficit public très élevé en 2023, tout de même supérieur de 0,6 points de PIB à ce qui était initialement prévu dans la loi de programmation, l'augmentation significative de l'endettement, la hausse spectaculaire du coût de la dette, tout ça, ça appelle une mobilisation et une action déterminée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier devant vous les artisans de ce très très gros travail pour ces exercices que je sais très exigeants et rigoureux. Karine Cambi, présidente de la Première Chambre, Lionel Vareille, rapporteur général du rapport sur le budget de l'État, sous la supervision d'Emmanuel Janesini, contre-rapporteur, pour la certification des comptes, Denis Soubéran, rapporteur général, sous la supervision de Jean-Luc Fulagier, contre-rapporteur. Je ne peux pas citer tous ceux qui ont contribué à ces rapports, mais sachez que derrière ça, il y a la publication de 61 notes d'analyse de l'exécution budgétaire ou fiscale, les NEB. Ils ont toute ma gratitude. Je remercie en mon nom et j'espère aussi au vôtre Éric Dubois,
rapporteur général du Haut Conseil des finances publiques, les membres du Haut Conseil, ainsi que la petite équipe qui compose son secrétaire permanent, qui n'a pas ménagé ses efforts dans des conditions toujours plus difficiles, je veux le dire, car on nous saisit toujours plus tard d'avis qui sont toujours plus complexes à réaliser. Je vais débuter mon propos avec ma casquette de la Cour des comptes par la présentation du rapport sur le budget de l'État en 2023. La loi organique relative aux lois de finances confie à la Cour le rôle essentiel d'examiner l'exécution budgétaire. C'est une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère, qui est d'autant plus cruciale dans cette période assez inquiétante pour nos finances publiques. Et comme son titre l'indique, ce rapport analyse uniquement le budget de l'État, sans inclure les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale, sinon dans deux brefs chapitres au titre des financements que l'État leur procure. Dans notre rapport public annuel publié le mois dernier, nous avions relevé le risque que l'année d'exercice 2023 soit une année blanche. Pas officiellement en tout cas, les informations qui ont été rendues disponibles ensuite. Pour ce qui concerne l'État, ce n'est plus un risque, c'est désormais une certitude et c'est pire. 2023 est un exercice plus dégradé encore qu'une année blanche sur la trajectoire des finances publiques. C'est une année grise et peut-être même une année noire. En deux mots, tout est dit. Le déficit budgétaire de l'État en 2023 est le deuxième le plus dégradé jamais enregistré. Il atteint presque le niveau record de l'année 2020, qui, je le rappelle, avait été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Le déficit cette année atteint 173 milliards d'euros, je parle de 2023, 21 milliards d'euros de plus qu'en 2022, 9 milliards de plus qu'initialement prévu dans la loi de finances initiale pour 2023. La comparaison avec l'année 2019 est peut-être encore plus frappante et parlante, puisque le déficit a quasiment doublé en 4 ans. Si cette situation tient en premier lieu à une loi de finances initiale peu ambitieuse, elle est aggravée par des facteurs multiples que je vais vous présenter rapidement. D'abord, sur les dépenses, le constat est clair et plutôt décevant. Je dirais que nous n'avons pas profité du reflux des dépenses exceptionnelles de crise et de relance pour diminuer les dépenses de l'État et réduire le déficit. Après avoir augmenté de 110 milliards d'euros entre 2019 et 2022, les dépenses du budget général de l'État auraient dû logiquement diminuer. L'année 2023 a en effet été synonyme d'un reflux des dépenses exceptionnelles, avec une baisse de 28 milliards d'euros des dépenses liées à l'urgence sanitaire et à la relance. Mais cette baisse a été plus que compensée par la hausse des autres dépenses, dont le volume supplémentaire s'élève à 29,4 milliards d'euros. Les dépenses totales de l'État ont ainsi atteint 454,6 milliards en 2023, soit 1,9 milliard de plus qu'en 2022. Toutes les composantes de la dépense de l'État ont progressé en 2023. Les mesures nouvelles décidées pour l'année 2023 atteignent près de 15 milliards d'euros, notamment pour prolonger les dispositifs de soutien face à la hausse des prix de l'énergie. Donc, le quoi qu'il en coûte s'arrête seulement en fait en 2024. Et encore, il faudra voir si c'est complet. La croissance des dépenses de l'État est aussi due à la hausse continue de ses dépenses ordinaires. La Cour estime leur progression à 14,5 milliards d'euros en 2023, contre moins de 2 milliards d'euros en 2022. Cette progression est notamment due à la charge de la dette, plus 3,2 milliards d'euros, à celle de la masse salariale, 6 milliards d'euros, avec l'augmentation de la valeur du point d'indice en 2022 et en juillet 2023, et parallèlement, l'augmentation significative des effectifs de l'État, plus 8 991 ETP. De surcroît, alors qu'ils ne dépassaient pas quelques milliards d'euros avant la crise sanitaire, les reports atteignent des niveaux inédits depuis 4 ans, ils ne sont toujours pas en voie de normalisation. 16 milliards d'euros de crédits de 2023 de nouveau été reportés sur 2024. Et la perpétuation de ces reports massifs altère la sincérité du niveau de solde voté par le Parlement en loi de finances. Surtout, cette pratique nuit à une maîtrise résolue des dépenses. Ces augmentations et ces reports étaient en fait tous prévus et tous autorisés par la loi de finances et par la loi de programmation 2023-2027. C'est un constat assez singulier à l'aube d'une trajectoire qui était déjà exigeante, qui était supposée ramener le déficit public sous les 3%. Et c'est pourquoi j'évoquais une loi de finances initiale peu ambitieuse en réalité. Je l'avais déjà fait devant vous le moment venu. Pour le dire simplement, la quasi-stabilité des dépenses de l'État entre 2022 et 2023, malgré le reflux très important des dispositifs de sortie de crise, retarde encore la maîtrise des dépenses. Après une année aussi décevante sur ce terrain-là, il est indispensable que les revues de dépenses lancées l'année dernière prennent toute leur ampleur
et qu'elle donne lieu à des économies pérennes, et en réalité, on le verra, assez importantes. S'agissant des recettes de l'État, elles baissent en 2023, après 2 années très dynamiques. C'est une mauvaise surprise qui ne fait qu'aggraver le déficit. En 2023, les recettes nettes du budget général ont diminué de 8,2 milliards d'euros par rapport à 2022. Elles se sont avérées inférieures de 7,4 milliards d'euros à la prévision de la loi de finances initiale. La diminution constatée par la Cour provient surtout de la baisse très marquée des recettes fiscales, moins 7,4 milliards d'euros, et l'augmentation des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, plus 1,3 milliard d'euros. Par ailleurs, la Cour analyse la baisse des recettes fiscales nettes en 2023 comme un signe, en quelque sorte, de désarmement des recettes de l'État, qui réduit d'autant ses marges de manœuvre pour l'avenir. Cette diminution en valeur est en effet une véritable singularité, alors même que 2023 a été une année de croissance, bien que modeste. À cet égard, je veux dire que j'entends ici ou là qu'il y aurait eu un retournement conjoncturel qui expliquerait cette dégradation. Ce n'est pas le cas, puisque la croissance a été de 0,9%, alors qu'elle était prévue à 1%, donc elle était correctement prévue. Alors, quelle est la cause dans ce contexte? Ça s'explique au moins en partie par les transferts de TVA, dont l'État n'est plus qu'un attributaire minoritaire. En conséquence, les recettes de l'État sont plus volatiles et moins corrélées à la croissance économique. Et plus généralement, le rendement de tous les grands impôts est en baisse. Par exemple, l'État perd 10,5 milliards d'euros de TVA supplémentaires dans le cadre de la suppression de la CVAE. Comment expliquer cette mauvaise surprise de 2023 sur les recettes fiscales de l'État? Je crois que plusieurs événements postérieurs à la loi de finances de fin de gestion expliquent cet écart inhabituel de près de 8 milliards d'euros. Une partie d'entre eux relève d'évolutions qui étaient difficilement prévisibles, mais une autre partie aurait pu être anticipée au cours des débats parlementaires de novembre, en particulier les revenus du prélèvement sur les super-profits des producteurs d'électricité étaient estimés à 12,3 milliards d'euros en loi de finances initiale. Ce montant a été réduit à moins de 3 milliards d'euros dans la loi de finances de fin de gestion, et il n'a finalement représenté que 0,6 milliards d'euros. Je suis, comme vous, attaché à ce que soient pleinement établies les raisons à l'origine d'un tel écart, extraordinairement rare en matière de prévision fiscale. L'administration l'explique par la baisse des prix de l'électricité tout au long de l'année 2023, alors que cette imposition exceptionnelle a été conçue et estimée fin 2022, lorsque ces prix étaient au plus haut, mais la baisse de l'inflation était tout de même anticipée, disons-le, et souhaitée. Des analyses complémentaires sont en cours pour apprécier si d'autres facteurs ont pu jouer. Ces évolutions négatives sur les volets des recettes comme des dépenses ont contribué à accroître le besoin de financement et la dette de l'État, qui atteignent des niveaux plus que préoccupants, je pense que chacun en conviendra. En comptabilité budgétaire, le besoin de financement de l'État atteint le niveau historique de 314,6 milliards d'euros. C'est quasiment le montant des recettes fiscales de l'État. Ce besoin de financement est constitué par le déficit à financer, d'une part, et par le remboursement des emprunts arrivés à échéance, d'autre part. En d'autres termes, pour couvrir ces dépenses, l'État a emprunté quasiment autant, sous une forme ou sous une autre, qu'il a perçu en impôts. Cette évolution montre bien les difficultés à sortir réellement du quoi qu'il en coûte et à reprendre le contrôle de nos finances publiques. Le corollaire de ce besoin de financement en hausse est bien entendu l'augmentation continue de l'encours de la dette, qui a augmenté de 6,5% sur l'exercice 2023. En comptabilité budgétaire, la charge de la dette a aussi continué d'augmenter de manière soutenue après la brusque accélération de 2022. La charge de la dette s'est élevée à près de 54 milliards d'euros en 2023, après 50,7 milliards d'euros en 2022. C'est désormais le budget du ministère des Armées, pour donner un ordre de grandeur. Cette tendance, elle est évidemment préoccupante, surtout dans un contexte où les taux d'intérêt ont augmenté et où les projections indiquent une progression continue de la dette. J'y reviendrai un petit peu plus tard. La loi de programmation 2023-2027 prévoit en effet dans son scénario central d'évolution des taux une hausse de la charge en intérêt de 9,5 milliards d'euros en 2024 et de près de 36 milliards d'euros à l'horizon 2027. À l'issue de cette année très difficile pour les finances publiques, j'aimerais partager avec vous, mesdames et messieurs les députés, un message d'alerte et de vigilance. L'absence de réformes et d'économies structurelles en 2023 va peser fortement sur la trajectoire de retour du déficit à un niveau soutenable. Alors que se pose la question
du financement des investissements nécessaires à la croissance et à la transition écologique, la situation financière de l'État ne sera soutenable qu'au prix d'efforts considérables sur d'autres dépenses. Je l'ai dit et je le redis, ces efforts sont difficiles, mais ils sont encore possibles. Ils ne sont contradictoires, à mon sens, ni avec une politique de croissance, ni avec le maintien du modèle social français, ni avec les exigences de la transition écologique, s'ils portent sur les dépenses peu efficaces, c'est-à-dire les dépenses de faible qualité. Et nous avons toute raison de penser qu'il y en a tout de même. Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, c'était à l'été dernier, la Cour a proposé un mode d'emploi pour passer au tamis la qualité des dépenses publiques. Ça reste pour moi la meilleure stratégie, mais nous avons incontestablement perdu un an. Il faut aller plus loin, car le temps presse. La Cour a été saisie par le Premier ministre en ce sens. Elle contribuera aux revues de dépenses à sa place et dans son rôle. Nous proposerons des réformes et des économies inspirées par cette approche par la qualité. J'en viens désormais brièvement à la présentation de l'acte de certification par la Cour des comptes de l'État. La certification, ça consiste à donner une opinion sur la régularité, la sincérité, la fidélité des comptes. Je le rappelle devant vous aujourd'hui, cette mission est une prérogative de puissance publique déterminante pour apprécier la situation financière réelle de l'État et de la sécurité sociale. Elle ne peut pas être prise à la légère ou contestée, et les réserves formulées par la Cour devraient, je pense, faire l'objet de toute l'attention de l'administration afin de les faire disparaître en vérité. Encore une fois, la Cour, dans son rôle de commissaire aux comptes de l'État, exprime une opinion avec réserve sur les comptes pour 2023. Ça signifie que ces comptes présentent sur certains points des anomalies significatives par rapport aux normes applicables, ou bien que l'administration n'a pas été en mesure de justifier les chiffres de certains postes importants sans qu'une anomalie soit certaine. On peut regarder le verre à moitié plein, en constatant que par rapport à 2022, 2 points de réserve importants ont été levés, pas des moindres, puisqu'il s'agissait d'une incertitude sur le montant futur des charges de retraite des fonctionnaires, et d'une autre sur le montant des dettes de trésorerie de l'État envers les correspondants du Trésor. Le verre à moitié vide, en revanche, c'est l'apparition d'un nouveau point de réserve, considéré comme une anomalie significative. Il s'agit de l'absence de mention parmi les engagements donnés par l'État de la garantie du remboursement de l'emprunt émis par l'Union européenne pour financer le plan de relance européen. Cet engagement peut être évalué à 75 milliards d'euros. Au total, si les comptes de l'État sont riches, utiles en information, représentent un grand progrès par rapport à la situation prévalant avant 2006, il reste encore un peu de chemin à faire avant qu'il puisse être certifié sans réserve. La situation financière de l'État, telle qu'elle ressort de ses comptes 2023, est accompagnée d'une note d'analyse de la Cour complétant utilement la vision de l'exécution budgétaire donnée du rapport sur l'exécution du budget de l'État. Et je vous invite à en prendre connaissance. Permettez-moi de conclure sur la certification en attirant votre attention sur un point qui est technique, mais qui a toute son importance. Nous nous étonnons en effet que lorsque le gouvernement communique sur les comptes de l'État, il ne mentionne pas systématiquement les réserves récurrentes de la Cour. Ça soulève une question quand même de transparence et de lisibilité de la situation financière de l'État. Quelle entreprise pourrait, comme l'État, présenter des comptes présentant durablement des anomalies ou des réserves sans signaler cette situation aux utilisateurs de ces états financiers? Je laisse chacun juge de cela. Parallèlement à ces deux rapports, et conformément aux dispositions prévues par la loi organique, le Haut Conseil des finances publiques a rendu aujourd'hui 2 avis. Un avis relatif au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2023, et un avis relatif au programme de stabilité pour les années 2024 et 2027. Donc vous ne le voyez pas, mais symboliquement, je change de casquette pour prendre celle de président du Haut Conseil des finances publiques en débutant par l'avis relatif au projet de loi relatif aux résultats de la gestion. Cet avis, est-il besoin de le rappeler, sur le solde structurel de l'ensemble des administrations publiques, comprend non seulement l'État, qui est l'objet du rapport sur l'exécution du budget de l'État et l'acte de certification, mais aussi, cette fois, ses opérateurs, les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs opérateurs. Cet avis doit juger si l'écart entre le solde structurel réalisé et celui de la loi de programmation des finances publiques est important au sens de la loi organique. Permettez-moi un petit rappel méthodologique. Si le Conseil venait ou était venu à constater que cet écart est ou était important, cela déclencherait ou aurait déclenché automatiquement
le mécanisme de correction prévu par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Le gouvernement devrait ou aurait dû alors tenir compte de cela au plus tard dans le prochain projet de loi de finances ou de loi de financement de la sécurité sociale de l'année et présenter des mesures de correction envisagées. Or, comme vous le savez, les résultats présentés par l'INSEE à la fin du mois de mars font état d'un déficit public plus élevé que celui prévu par la LPFP de 0,6 points de PIB. Le déficit s'est établi à 5,5 points de PIB alors qu'il était prévu à 4,9 points de PIB dans la LPFP. Cet écart de 0,6 points de PIB sur le déficit effectif se traduit par un écart de 0,5 points, il faut bien noter ça, sur le solde structurel, ce qui est justement le seuil de déclenchement du mécanisme de correction. En effet, la croissance a été un peu moins forte que prévu, de 0,1 point, et une petite partie de l'écart, du coup, est de nature conjoncturelle. Pour juger si cet écart est important, le Haut Conseil doit tenir compte des circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts contestés et constatés. Or, dans son avis rendu le 17 mars 2020 sur le premier projet de loi de finances rectificative pour 2020, le Haut Conseil des finances publiques avait constaté, à la demande du gouvernement, c'était la crise Covid, que la crise sanitaire et ses répercussions économiques et financières constituaient, et c'était indéniable, des faits inhabituels indépendants de la volonté du gouvernement et qu'il relevait donc des circonstances exceptionnelles. Et depuis, cette clause est restée en vigueur. Le Haut Conseil constate dans son avis publié aujourd'hui que ces circonstances exceptionnelles ne sont plus réunies et qu'elles ne doivent pas être prises en compte dans l'examen du présent projet de loi. En effet, les conditions d'exercice de l'activité économique, qui avaient fortement pâti en 2020 et 2021 de la crise sanitaire, puis de la crise énergétique en 2022, se sont depuis nettement améliorées. Et en 2023, l'activité a continué de croître et l'inflation a reflué. Le Haut Conseil donc a décidé de lever les circonstances exceptionnelles. Mais il constate toutefois que l'écart de 0,5 points reste entre le solde structurel réalisé en 2023 et celui prévu par la LPFP, résulte pour partie d'un changement d'ordre méthodologique. Pour entrer un instant dans des considérations plutôt techniques, ce changement méthodologique est lié au partage de l'ensemble des données de comptes nationaux de la base dite 2014 à la base dite 2020. Corrigé du changement de base, l'écart observé entre le solde structurel réalisé et celui de la LPFP est donc de 0,36 points et inférieur à 0,5 points de PIB potentiel. Il ne peut donc être considéré comme important au sens de l'article 62 de la loi organique. Dans ces conditions, le Haut Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déclencher le mécanisme de correction au titre de l'année 2023. Je voudrais souligner que ce n'est pas parce que cet écart n'est pas important au sens de la loi organique qu'il n'est pas significatif, il l'est naturellement. Conserver durablement un déficit élevé n'est pas sans conséquence, puisque ça ne permet pas de réduire notre ratio de dette publique, déjà parmi les plus élevés d'Europe. Je l'ai déjà dit souvent devant vous, notre désendettement est impératif pour retrouver des marges de manœuvre. Elles doivent être rétablies pour que la France puisse être capable de faire face à d'éventuels chocs économiques, sans compter, ce qui est essentiel, les investissements nécessaires en faveur de la transition écologique et d'autres transitions. La trajectoire de finances publiques de notre programmation, que le Haut Conseil avait jugée optimiste quand elle lui avait été soumise pour avis, est d'ores et déjà remise en cause seulement 4 mois après avoir été promulguée. Ce constat m'amène au deuxième avis, et c'est la dernière chose dont je vous parlerai ce matin, pas la moindre, l'avis du Haut Conseil sur le programme de stabilité 2024-2027 que je vais développer dès à présent. Le Haut Conseil a été saisi, comme les années précédentes, d'un nouveau programme de stabilité pour les années 2024 et 2027, qui sera vraisemblablement le dernier, car, comme vous le savez, la nouvelle réforme de la gouvernance économique européenne remplacera les programmes de stabilité par des programmes dits budgétaires et structurels de moyen terme, fixés pour au moins 4 ans, déterminant une trajectoire non plus de solde public, mais d'évolution de la dépense publique. Ce projet est désormais à son terme, presque. Il prévoit une saisine obligatoire des institutions budgétaires indépendantes sur les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes à la définition de l'objectif de dépense publique, mais seulement 8 ans après que les règles seront entrées en vigueur. Rien n'interdit toutefois d'introduire cette obligation de saisine dès la transposition des règles en droit français et de prévoir du coup une saisine annuelle du HCFP sur le déroulement de ces programmes. Pour vous le dire franchement et assez nettement, ça me semble vraiment nécessaire pour pouvoir continuer à éclairer au mieux le Parlement et les citoyens sur les perspectives de nos dépenses publiques par une analyse impartiale, objective, pluraliste, qui, je l'espère, vous est utile, mesdames et messieurs les députés. Il me paraîtrait paradoxal qu'une approche plus nationale de la situation budgétaire des pays membres de l'Union européenne se traduise par un recul du rôle de leurs institutions budgétaires indépendantes. À la suite
de nombreuses alertes sur nos finances publiques depuis le début de l'année 2024, et dans un contexte macroéconomique dégradé, le gouvernement s'est doté d'une nouvelle trajectoire profondément modifiée. C'est un effort qui était nécessaire. Notre avis sur le programme de stabilité 2023-2027 s'articule autour de deux grands messages. D'abord, le fait que les hypothèses présentées par le gouvernement sont trop optimistes, comme nous en avions déjà fait part lors de notre avis l'an passé. Il est utile, pour cela, de revenir un instant sur la LPFP qui a été promulguée en fin d'année dernière. Lorsqu'il avait eu à donner devant vous son avis sur le projet de LPFP, le Haut Conseil avait estimé que le scénario de croissance du gouvernement était optimiste. Il avait relevé que la trajectoire de finances publiques était peu ambitieuse au regard des objectifs européens de la France, alors même qu'elle supposait la réalisation déjà d'importantes économies structurelles qui restaient à préciser. De fait, le gouvernement prend acte, dès ce programme de stabilité, que la trajectoire de la LPFP, promulguée il y a moins de 4 mois, a été construite sur des hypothèses trop optimistes et doit être profondément modifiée. Le gouvernement a ainsi d'ores et déjà dû corriger à la baisse de 0,8 points sa trajectoire de croissance sur la période 2023-2025 dans le programme de stabilité. Et disons-le, il a eu raison de le faire. La croissance a été de 0,9 points en 2023 contre 1% prévu en LPFP. L'économie française a été quasiment à l'arrêt au second semestre 2023. Le gouvernement a aussi révisé à 1% sa prévision de croissance pour 2024. C'est 0,4 points de moins que la prévision précédente, qui est à 1,4%, celle pour 2025, soit 0,3 points de moins que sa prévision précédente. Notons toutefois que la prévision de 1% pour 2024 reste encore supérieure au consensus des économistes ou, par exemple, à la prévision de croissance pour la France présentée hier par le FMI, qui n'est pas d'ordinaire, vous le savez, une institution pessimiste. Le scénario macroéconomique à l'horizon 2027 reste toutefois, pour sa part, encore optimiste. Il suppose un fort rebond du commerce mondial, qui n'est pas acquis dans un contexte d'obstacles croissants des échanges internationaux, et une forte baisse du taux d'épargne des ménages, qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas pour autant très probable au regard du passé. L'évaluation du PIB potentiel associé, c'est-à-dire le niveau d'activité qu'on peut atteindre en l'absence de choc, qu'il soit favorable ou défavorable, n'a été révisée qu'à la marge, reste donc avantageuse. Celle-ci suppose d'abord des gains de productivité sensiblement plus élevés que ce que laissent attendre les tendances observées avant la pandémie de Covid-19 et a fortiori que celle observée depuis. Elle suppose également une augmentation de l'emploi total, liée notamment aux réformes des retraites et de l'assurance chômage, qui nous paraît un peu surestimée. Le Haut Conseil considère que l'estimation par le gouvernement de l'écart de production actuel est optimiste, puisqu'il estime que l'écart de production est de moins 1,1 point en 2023, écart qui n'est pas, à notre sens, en ligne avec les tensions persistantes sur le recrutement. Malgré un scénario de croissance qui reste favorable, il en résulte que l'écart de production, c'est-à-dire la part du PIB qui est de nature conjoncturelle et donc appelée à se résorber avec le retour à une conjoncture normale, reste négatif jusqu'en 2027. C'est une configuration d'ailleurs sur 8 ans qui ne s'observe jamais dans les observations ex post de l'écart de production. Ceci conforte le diagnostic du Haut Conseil que la trajectoire de PIB potentiel retenue dans la prévision du gouvernement est surévaluée et devrait donc logiquement ou pourrait être prochainement révisée à la baisse, ce qui aurait pour conséquence d'accroître la part du déficit qui est considéré comme structurel et donc en particulier l'effort nécessaire pour ramener le solde public en dessous de 3 points de PIB. La trajectoire de finances publiques a dû aussi être révisée de manière substantielle. Elle est nettement plus dégradée que dans la LPFP. Dès 2023, première année de la trajectoire de la LPFP, le déficit public observé, j'en ai parlé, est plus élevé de 0,6 points que prévu dans la LPFP. Le résultat sur la dette publique, soit 110,6 points de PIB, est aussi plus élevé de 0,9 points de PIB que celui qui est prévu dans la LPFP. C'est aussi le cas en 2024, où le déficit public est prévu en hausse de 0,7 points par rapport à la LPFP pour atteindre 5,1 points de PIB, malgré les nouvelles mesures d'économie prises en compte dans la prévision. Le ratio de dette atteindrait donc 112,3 points de PIB en 2024, soit une augmentation de 2,6 points par rapport à la LPFP. En particulier, la prévision de prélèvement obligatoire que le
Conseil avait déjà jugé optimiste dans son avis sur la PLF pour 2024, et avant même les mauvaises surprises enregistrées en fin d'année 2023, a dû être révisé à la baisse de plus de 25 milliards d'euros en 2024. La cible de déficit public pour 2027 a, elle, été légèrement relevée, 2,9 points au lieu de 2,7 points, même si le gouvernement maintient l'objectif d'un retour sous 3 points de PIB à cet horizon. Cette trajectoire de déficit conduit à une augmentation du ratio de dette au PIB par rapport à 2023. Ce ratio atteindrait 112 points de PIB en 2027, soit 4 points de plus que prévu dans le PFP, alors que les autres pays les plus endettés de la zone euro réduisent le ratio de dette. La France risque ainsi de figurer durablement parmi les 3 pays les plus endettés de la zone, avec la Grèce et l'Italie, qui, elles, font apparemment, d'après leur programme, plus d'efforts. J'en viens au dernier point et au deuxième message, qui me paraît peut-être être celui le plus important de nos échanges de ce matin. Bien qu'il ait été révisé par rapport à une loi de programmation trop optimiste, le scénario du programme de stabilité manque, à nos yeux, de crédibilité et de cohérence. Pourquoi ? La nouvelle trajectoire de finances publiques présentée dans ce programme de stabilité est nettement plus dégradée que dans la LPFP. Dès 2023, notre point de départ s'éloigne fortement de ce qui était inscrit dans la loi de programmation de finances publiques. Le déficit public a atteint 5,5 points de PIB. J'en ai parlé. En 2024, le déficit est prévu cette fois-ci en hausse de 0,7 points de PIB par rapport à la LPFP, où il était envisagé à 4,4 points de PIB. Ceci fait que, compte tenu de la dégradation des prévisions de finances publiques en 2023 et 2024, la trajectoire présentée par le gouvernement est beaucoup plus exigeante que celle de la LPFP, sur laquelle nous nous interrogions déjà. Je souhaite que ce point soit clair. Nous partons, à l'issue de l'année 2024, prévue à 5,1 points, d'une situation encore plus dégradée, alors ce qui est 4,4 qui était prévu. Et le gouvernement prévoit toujours l'objectif d'un retour sous 3 points de PIB en 2027. La pente était déjà escarpée, elle est désormais beaucoup plus raide, presque abrupte, mesdames et messieurs les députés. Par ailleurs, le maintien d'un objectif de déficit public en dessous de 3 points de PIB en 2027 suppose un ajustement structurel primaire, c'est-à-dire hors charge d'intérêt massif entre 2023 et 2027, de 3,2 points de PIB sur 4 ans. Cet effort inédit s'appuierait, d'après les documents qui nous ont été fournis, quasi exclusivement sur un effort d'économie en dépenses. Le Conseil considère que cette prévision manque de crédibilité, alors qu'un tel effort en dépenses n'a jamais été réalisé par le passé. Sa documentation reste encore lacunaire, et sa réalisation suppose la mise en place d'une gouvernance rigoureuse qui associe l'ensemble des acteurs concernés, État, collectivités locales, sécurité sociale, qui ne semble pas en place aujourd'hui. Le gouvernement indique qu'il s'appuiera sur les revues de dépenses engagées jusqu'alors. Au vu des économies dégagées par la revue de dépenses effectuée jusqu'à présent, ça suppose un coup d'accélérateur puissant. Nous le souhaitons, mais il reste à démontrer. Le Conseil considère aussi que cette prévision manque de cohérence. Pourquoi cela ? Parce que la mise en œuvre de l'ajustement structurel prévu, et c'est là où il y a une faille dans le raisonnement, ne manquerait pas de peser à court terme sur l'activité économique. On ne réduit pas aussi massivement la dépense publique. Je rappelle que pour 2025, le chiffre inscrit dans le programme de stabilité, c'est 27 milliards d'euros, sans effet sur la croissance économique. Les prévisions de croissance du gouvernement, élevées d'ici 2007, puisque c'est encore un 7 et un 8 au-dessus de notre PIB potentiel en 2026 et 2027, ne pourraient donc être atteintes que sous des hypothèses très favorables et en fait très peu probables. Un scénario cohérent supposerait de changer soit la prévision macroéconomique, soit celle des finances publiques. Une prévision macroéconomique inchangée, en fait, aboutirait à un effort de réduction des déficits qui serait probablement nettement plus faible. À l'inverse, maintenir la cible de déficit supposerait de retenir des prévisions de croissance, elles, nettement plus faibles, et des efforts en dépenses encore plus importants qu'envisagés par la trajectoire du programme de stabilité, qui sont déjà pourtant inédits. Mesdames et messieurs les députés, je serai clair, si nous souhaitons rétablir des finances publiques saines, il faut un discours de vérité et il faut faire des choix.
Nous ne pouvons pas annoncer un tel ajustement structurel sans que celui-ci repose sur des hypothèses robustes. Laissez-moi, pour conclure, vous préciser que le Haut Conseil, et c'est son avis qui le dit, considère toujours indispensable la réduction du déficit public et du ratio de dette. Certes, cette réduction sera plus difficile encore que ce qu'on pouvait penser il y a quelques mois. Nous avons tardé à maîtriser nos dépenses, beaucoup trop tardé. Mais la réduction du déficit public n'en est pas moins nécessaire. Elle doit s'appuyer sur une stratégie articulée et crédible de réduction du poids de la dépense publique dans le PIB et un réexamen à la baisse des baisses prévues de prélèvements obligatoires. La définition de cette stratégie est désormais à nos yeux urgente. Je le souligne devant votre commission. Nous ne pouvons plus tarder à agir. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, les messages que je souhaitais porter devant vous. Au-delà du respect de nos engagements européens, c'est la capacité de la France à conserver la maîtrise et le contrôle de ses finances publiques qui se joue dans les prochaines années et en réalité dans les tout prochains mois. La priorité sera à nos yeux de concilier ajustement budgétaire et amélioration du potentiel de croissance. Ce défi est considérable, j'en suis pleinement conscient, mais il est incontournable. Nous avons trop tardé à nous attaquer à la réduction de nos déficits, de notre dette, comme à la maîtrise de notre dépense publique. L'effort à faire est important, mais nous ne pouvons pas nous dérober. Nous risquons, tôt ou tard, de payer le prix fort d'un état aussi dégradé de nos finances publiques. Et en fait, on nous présente déjà l'addition, pour tout dire. Pour faire sens et pour réussir, cette démarche doit être menée avec courage, volonté, intelligence. C'est le message de la Cour. Celui du Haut Conseil des finances publiques, qui, je vous le rappelle, ça a son importance, est un organe pluraliste, impartial, objectif, que je porte devant vous avec un sentiment, oui, d'urgence et de nécessité. Pardon de la longueur peut-être de mon intervention, mais les 4 textes que je vous présente, hélas, l'exigeaient. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Bien, merci Monsieur le Président. Alors avec vous, on va inaugurer aussi aujourd'hui une nouvelle façon de procéder à nos auditions telles que le bureau l'a validé, dernier bureau. Après chaque orateur, la parole sera donnée pour une réponse d'un temps comparable à la personne auditionnée, en l'occurrence vous. Donc orateur de groupe 2 minutes et pour les questions supplémentaires 1 minute. Et évidemment, pour que ça soit intéressant, tant que faire se peut, il faut essayer de ne pas répéter les mêmes questions, sinon on aura les mêmes réponses. Voilà. Bon. Je vais commencer donc par celle-ci. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors pour l'année 2024, le gouvernement avait retenu à l'automne 2023 une prévision de croissance que vous aviez alors qualifiée d'optimiste déjà. La révision de cette prévision à 1% est toujours gonflée dans la mesure où le consensus des économistes s'établit à 0,7%. Selon le FCE, c'est même plutôt 0,5% qu'il faudrait prévoir avec notamment, j'allais dire, les conséquences que vous-même vous venez de noter à court terme de la baisse des dépenses publiques sur l'activité économique. Bien. Quelque part, ces chiffres, vous l'avez dit aussi, étaient également, vous aviez également jugé optimistes les chiffres de la loi de programmation des finances publiques qui également avait été adoptée par 49.3 à la fin de l'année dernière par l'Assemblée. Donc ma question, c'est, je m'interroge au final sur la méthode globale du gouvernement qui vous a d'ailleurs saisi tardivement, qui ne vous a pas transmis l'ensemble des éléments pour éclairer ses choix de finances publiques. Et compte tenu des conséquences de tous ces chiffres et ces prévisions mal établies, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un problème de méthodologie, de philosophie, d'approche des prévisions économiques ? En étant un peu plus clair, vous avez estimé que le gouvernement avait péché par optimiste. Vous n'avez pas parlé d'insincérité. Bon. Alors soit, ça c'est par rapport au passé. Mais là, à nouveau, vous dites vous-même que les chiffres de croissance du programme de stabilité sont certainement trop importants. Vous dites vous-même de manière très claire et en invitant à la cohérence qu'il sera quasiment impossible, tel que c'est aujourd'hui fixé, de passer en réalité de 5,1% de déficit en 2024 au 2,9% en 2027. Vous donnez comme ça un certain nombre de jugements. Vous appelez à demander la vérité.
Donc si ces choses-là ne sont pas modifiées en fonction de vos prévisions, est-ce que là, on ne peut pas parler d'insincérité sur ce qui nous est proposé? Ma deuxième question, c'est sur la TVA et notamment la question des prélèvements obligatoires. Vous l'avez dit vous-même, une des raisons de la baisse des recettes en 2023, c'est très certainement dû au transfert de toujours plus important de TVA qui est volatile par essence, j'allais dire. Bon. Donc on s'aperçoit que depuis quelques années, on a une utilisation de la TVA un peu pour compenser toutes les dépenses. La CVAE, la taxe d'habitation, les exonérations de cotisations, ce qui d'ailleurs pose un problème en termes de fiscalisation rampante des prestations de la protection sociale. Et aujourd'hui, l'État ne perçoit plus que 46% du produit de TVA. J'aimerais bien vous interroger et vous entendre sur cette question. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à partir de là, il y a une mise en danger, j'allais dire, des recettes de l'État et qu'on n'est pas quelque part trop biberonné à la TVA? Est-ce qu'il n'y a pas une addiction trop importante à la TVA qui du coup sert à tout, et puis au moment où justement ça reflue, on se retrouve dans cette situation, sans même parler du caractère injuste de la TVA. Vous dites que votre objectif, évidemment, et de façon par essence, le Conseil est fait pour ça, c'est la question de la réduction des déficits. Et vous dites qu'il y a deux méthodes, enfin il y a deux choses qui est, d'une part, la baisse des dépenses publiques, mais aussi l'arrêt de la baisse des prélèvements obligatoires. Et moi, j'aimerais vous interroger là-dessus, parce que la baisse des prélèvements obligatoires, on voit bien le problème. La dépense fiscale dans ce pays, elle a explosé depuis des années, soit à travers une baisse des impôts, notamment pour les plus riches, mais aussi les aides aux entreprises sans condition, les exonérations, les niches fiscales. Moi, je me suis prêté un petit exercice quand Mme Borne nous a demandé à tous une revue des dépenses en novembre dernier. Je m'étais amusé à regarder ce qui, à mon avis, pouvait être majoritaire à l'Assemblée en termes justement de correctifs là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, à travers les amendements qui avaient été votés dans cette commission sur 15 milliards d'apports pour les recettes publiques à partir d'amendements sur les taxations de superdividendes, etc., notamment avec des membres du MoDem. Moi, je comptais qu'on pouvait facilement arriver à 43 milliards comme ça de recettes supplémentaires sans changer sans changer pour autant de macroéconomie, mais même en ayant une majorité. Bon. À l'inverse, je vois mal les dépenses publiques à diminuer. Tout simplement parce que, on le constate, il y a eu 10 milliards, par exemple, qui ont été demandés par l'État récemment pour contrebalancer la croissance trop optimiste de 2024. Aujourd'hui, les ministères, au moment où je vous parle, il y a 3 ministères qui ont rendu la copie et les autres sont en train de chercher désespérément comment ils vont faire en sorte de baisser les dépenses publiques. Autrement dit, je pense que dans beaucoup de domaines, on est à l'os, sans même compter le fait qu'il faudrait peut-être certainement plus de dépenses publiques pour la transition écologique. Et donc ma question, c'est pourquoi vous ne privilégiez pas justement la question d'abord des dépenses fiscales à diminuer plutôt que la question des dépenses publiques? C'est une question que je vous pose. Ma dernière question, elle pose sur 2 points. Le premier point, est-ce que vous pensez raisonnable qu'on se prive d'un projet de loi de finances rectificatif? Les 10 milliards d'euros que le gouvernement a annulés au départ, on était en dessous du plafond de 1,5, mais avec 10 milliards d'euros supplémentaires sur lequel pour l'instant on ne sait pas très bien où ils vont être recherchés. Certes, il y a un affichage, 5 milliards en gros pour l'État, 2,5 pour les collectivités. Moi, j'ai entendu pour l'instant les collectivités dire qu'elles ne savaient pas comment elles allaient trouver 2,5 milliards. 2,5 milliards sur la rente. Si on additionne les deux, on est à plus du plafond. Est-ce que vous pensez raisonnable que l'Assemblée nationale n'ait pas un projet de loi de finances rectificative vu les modifications du budget 2024? Et puis la dernière question est simple. Compte tenu du manque de cohérence et du manque de crédibilité du programme de stabilité présenté par le gouvernement, que l'avis du Conseil relève expressément avec des termes forts et qui me semblent n'avoir jusqu'à présent jamais été ainsi employés, ne serait-il pas souhaitable que le gouvernement revoie sa copie avant de l'envoyer aux institutions européennes? Voilà mes questions. Je vous propose d'y répondre et on passera au rapporteur.
Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'inaugurer cette nouvelle formule. Je vous demanderai toutes vos exigences, toute votre indulgence. Je suis tout de même à New York, un peu isolé, mais j'essaierai de faire en sorte que ce question pour un champion se passe correctement. J'espère quand même que vous ne me donnez pas 2 minutes pour répondre à tout ça, Monsieur le Président. Que quoi? J'ai pas entendu. Vous ne me donnez pas que 2 minutes pour répondre à toutes vos questions, parce que sinon Non, je moi suis j'ai mal mis plus barré. de 2 minutes. C'est le temps Bon, de d'accord. réponse que Mais la pour personne moi aussi, je utilise. parle. Hein. Mais vous savez que le président et le rapporteur, D'accord. on a plus de 2 minutes, notre chance. Non, je sais, mais je parlais de moi. Hein. Ouais. Vous avez tout le temps que vous voulez. Mais si vous me donnez un peu plus de 2 minutes, parce que sinon, je vous fais 3 phrases par question, il y en a quand même beaucoup. D'abord, sur la première question, c'est vrai que le consensus forecast se situe à 0,7 points de croissance pour 2024. L'OCDE est à 0,6, la Commission européenne à 0,9, le FMI était à 1, mais a rectifié à 0,7 hier. Et donc, la prévision du gouvernement est incontestablement la plus élevée des prévisions disponibles. Nous avons auditionné, comme d'habitude, plusieurs instituts de conjoncture, de prévision et également la Banque de France. Personne n'est à 1%. Et donc, oui, je pense qu'elle demeure un peu élevée. D'ailleurs, au Conseil le dit. Qu'est-ce que serait une bonne prévision en matière macroéconomique? C'est une question très politique, car il n'y a pas de définition ou de standard international. Certains ministres des Finances ont évoqué des prévisions volontaristes, mais ce temps est un peu passé. Et nous sommes là, précisément, le Conseil, pour nous assurer de leur sincérité et que cela repose sur toutes les informations disponibles. À votre question s'ajoute un autre élément qui est est-ce qu'elles doivent être prudentes, c'est-à-dire comporter une marge de sécurité. Il est difficile en fait de vous répondre non. Bref, je conclus là-dessus. Oui, je pense que nous avons une prévision qui demeure un peu élevée en 2024. Sur la sincérité, je me suis déjà exprimé souvent à ce sujet. Je répugne très fortement à ce type de reproche parce que d'abord, il suppose une volonté délibérée de tromper, parce qu'ensuite, il a évidemment des conséquences constitutionnelles massives qui seraient que le Conseil constitutionnel, sur cette base, et il est très attentif à ce que dit le Haut Conseil, pourrait annuler un projet de loi de finances. Ce que je peux vous dire, c'est que si le Haut Conseil estimait d'un projet de texte financier qu'il était insincère, il le dirait. Il ne l'a pas dit dans son avis sur le PLF 2023, il ne l'a pas dit dans son avis sur le PLF 2024, mais il a signalé dans son avis du 22 septembre 2023 que la prévision de croissance était élevée, et je pense qu'on aurait pu et qu'on devrait tenir davantage compte de cela, puisque d'ores et déjà, à l'automne, par rapport à un cadre de croissance, le consensus était déjà à 0,8. Et l'abaissement de la prévision de croissance à 1% est une première réponse à cet avertissement. Je note, et vous l'aurez peut-être fait aussi, que dans cet avis, nous utilisons un nouveau terme sémantique qui a son importance, qui est celui de la cohérence. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas de l'insincérité, mais ce programme de stabilité manque de cohérence. Et ça me permet de répondre en fait par anticipation à votre dernière réponse. C'est pas à moi de dire s'il faut modifier cette copie, mais comme disent les experts du ministère des Finances, à notre sens, ça vole pas. Soit la prévision de croissance est trop élevée, et à ce moment-là, il faudra faire, pour atteindre moins de 3%, beaucoup plus d'économies en dépenses, soit la prévision de croissance va rester réaliste, et c'est la priorité, et à ce moment-là, on aura à l'arrivée des déficits moins importants. C'est donc un choix qu'il faut faire. Et je vous invite quand même à réfléchir là-dessus, parce que, vous savez, le Haut Conseil est composé d'hommes et de femmes qui sont de la Cour des comptes, des économistes du privé, des économistes publics, le directeur général de l'INSEE. Ils ont des opinions extrêmement diverses. Et tous sont tombés d'accord sur le fait que, bon, ça manquait de cohérence en pratique, et c'est quand même quelque chose qui est, je crois, sans doute un des messages forts de cet avis. Pour ce qui concerne la fiscalité, c'est vrai que nous avons déjà, plutôt le Conseil des prélèvements obligatoires, attiré l'attention sur le fait que la réduction de la part de TVA affectée à l'État était assurément un manque de garantie pour les recettes de celui-ci. La suppression de la TH, celle progressive de la CVAE, sont compensées par l'attribution de fractions de TVA aux collectivités territoriales. Et aujourd'hui, l'État n'est plus attributaire que de 46% du produit de la TVA. Or, c'est le principal impôt strictement corrélé à la croissance économique. Son attribution croissante à d'autres organismes que l'État a pour conséquence de rendre les recettes fiscales de l'État plus sensibles à des impositions plus volatiles, et notamment à l'impôt sur les sociétés. Et c'est peut-être une des explications de ce que nous avons constaté sur les recettes. Pour ce qui concerne l'effort à faire en recettes et dépenses, alors la Cour des comptes comme le Haut Conseil sont plutôt
sur le volet de la dépense, naturellement. Mais nous considérons que les marges de manœuvre pour accroître les recettes sont limitées. C'est vrai que par rapport aux baisses d'impôts, nous avons là un raisonnement de cohérence qui consiste à dire que dans la situation compromise de nos finances publiques, nous n'avons pas en réalité les moyens de faire des baisses d'impôts sèches. Le gouvernement est libre de voter des baisses d'impôts naturellement, ça c'est le débat public. Mais s'il le fait, à notre sens, il faut absolument qu'elles soient compensées par des économies supplémentaires qui doivent être incluses dans l'équilibre qu'il a, et c'est le sens de notre message. Pour le reste, sur les dépenses fiscales, nous avons publié notre note thématique l'année dernière avec 4 leviers d'action qui méritent, je crois, toute votre attention. Et en fait, pour terminer, Monsieur le Président, peut-être par un point de nuance par rapport à vous, si vous le permettez, vous dites qu'on est à l'os. Nous avons quand même 57% de dépenses publiques dans le PIB, avec un taux de satisfaction sur les services publics qui n'est pas toujours le meilleur. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que nous soyons à l'os. Je crois qu'il y a des dépenses qui en réalité sont peu efficaces ou insuffisamment efficaces. Et on peut et on doit agir prioritairement par une maîtrise des dépenses en fondant cet effort sur la qualité de la dépense publique. Mais c'est vrai que prioritairement ne signifie pas exclusivement. Et encore une fois, je suis trop démocrate, trop respectueux des institutions de mon pays, trop respectueux du débat public pour considérer que le débat fiscal serait forclos ou interdit. Il ne l'est pas. C'est naturellement pas un tabou. Mais ce n'est pas nous qui allons l'ouvrir. Merci. Le rapporteur général qui est à distance, j'espère qu'il est moins heroïque tout à l'heure. Non, il traîne toujours un petit problème et c'est anecdotique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Cour des comptes, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Bon, mes chers collègues, bonjour. Nous sommes réunis, ça a été dit à la fois pour l'exécution 2023 et pour la stratégie des finances publiques 2024-2027. Ces deux événements sont évidemment liés puisque la dégradation subite du solde fin 2023 se répercute évidemment sur l'ensemble de la trajectoire. Et je ne veux pas croire ici que personne n'ait vu qu'il s'était passé des choses en fin d'année que peu de gens ou personne n'avait prévu. Je suis désolé de le dire. Je ne me souviens pas d'alerte particulière sur les recettes venant de qui que ce soit sur cette fin d'année. Et puis, bien que le FMI a revu de très nombreuses reprises à la baisse ses prévisions de croissance, l'Europe l'a fait, l'Allemagne l'a fait. Donc oui, il se passe quelque chose de spécifique, un changement conjoncturel, un ralentissement conjoncturel important en Europe qui s'est dessiné sur la fin de l'année 2023. Autre message, en réagissant un peu à ce qui s'est dit, on a l'impression que, à écouter certains, que le gouvernement serait volontairement aurait des prévisions trop optimistes. Il suffit de regarder 2023, c'est hier, ça n'est pas le cas. Nous avons tenu à peu près la prévision de croissance qui était prévue. Nous avons prévu là aussi très bien le niveau de dépenses de l'État qui était prévu. Donc, ça n'est pas un mode de management, un mode de gouvernance, si je peux me permettre. Ce sont bien des circonstances exceptionnelles qui nous amènent à constater un écart très important de recettes sur cette fin d'année. Tout le monde a été surpris et l'hypothèse de 4,9% était considérée comme crédible, plausible, même si je reprends, Monsieur le Premier Président, l'avis que vous avez donné le 30 octobre 2023 sur l'atterrissage de 2023. S'agissant des recettes 2023, vous relevez que l'écart en pourcentage entre l'exécution des recettes fiscales nettes et la prévision associée au texte de fin de gestion est le plus faible depuis 2020. Le problème que nous avons, c'est que cet écart est négatif pour la première fois depuis 2020, qui se situe à un niveau supérieur à la moyenne de longue période. Si on revient sur certaines impositions, vous observez que les moins-values constatées sur les recettes sociales et l'IS ont été effectivement surprenantes en fin d'année du fait d'un ralentissement non anticipé qui a s'est marqué
la progression de la masse salariale constatée en toute fin d'année, là aussi, cinquième acompte d'IS encaissé qui descend nettement en dessous de la prévision. Je ne crois pas trahir votre rapport en considérant que ces constats surprenants qui expliquent une large part de l'écart final n'étaient pas anticipables. En revanche, vous vous interrogez sur le fondement des estimations successives sur la clim. Je partage vos interrogations. J'ai moi-même demandé au service un certain nombre d'explications parce que je trouve qu'on est là sur des écarts qui sont beaucoup trop importants. Je partage les interrogations que vous avez. Je voudrais savoir, c'est ma première question, si vous explorez et quelles sont vos premières conclusions en la matière, même si évidemment on a tous constaté, et c'est une bonne chose pour notre économie, que le prix spot a été divisé, de l'électricité a été divisé par 5 sur la période. Par ailleurs, vous considérez que pour 2023, les moins-values importantes constatées sur l'IR et la TVA auraient pu être réduites en tenant compte davantage compte des données d'encaissement au moment de la réalisation de la loi de fin de gestion. Pouvez-vous vous préciser sur quel fondement vous portez cette appréciation? Quelles auraient pu être les actions à entreprendre dans le cadre du débat parlementaire portant sur la loi de fin de gestion? Sur les dépenses 2023, j'ai bien noté que vous regrettiez l'absence d'économie structurelle sur le champ des dépenses de l'État en 2023. Lecture de votre rapport me conduit toutefois à penser que la gestion des dépenses de l'État a été sérieuse, sinon rigoureuse, durant cet exercice que nous avons atterri mieux que ce qui était prévu en matière de dépenses de l'État. On observe une baisse en volume des dépenses de 4,8% sur le champ du budget général, ce qui est extrêmement important, certes porté massivement par le reflux des dépenses exceptionnelles, mais encore faut-il le souligner. Par ailleurs, vous observez en valeur, les dépenses ont augmenté de plus 0,4% sur le même champ, dont plus 0,7% pour les dépenses sous loi de programmation et moins 0,9% sur les autres dépenses. Ces constats, Monsieur le Président, ne témoignent pas finalement de choix assumés et plus structurels qu'on ne le dit d'économie. Vous soulignez qu'en 2023, les montants des crédits gelés mis en réserve ont été 2 fois plus élevés qu'en 2022. Le décret d'annulation a supprimé 5 milliards d'euros de crédits en septembre. Le texte de fin de gestion a, hors charge à la dette, ouvert des crédits tant qu'il en a annulé. Là aussi, une preuve, je crois, de bonne gestion de l'atterrissage 2023. Je constate comme vous, et je le regrette, et je le dirai au ministre, que les montants des réserves restent beaucoup trop importants. Et autant on a pu se l'expliquer pendant la crise du Covid, mais je trouve que les montants aujourd'hui amènent trop d'incertitudes sur le budget tel qu'il est voté et examiné par le Parlement. Donc je trouve que ce niveau de mise en réserve reste beaucoup trop important. J'interrogerai moi aussi le ministre sur ce sujet. Je crois que le travail de la Cour sur l'exécution 2023, et j'en arrêterai là-dessus sur 2023, on est loin des caricatures décrivant une gestion hors de contrôle et sans attention portée au pilotage précautionneux de la dépense publique, comme vous l'avez indiqué. Vous présentez par ailleurs 2 avis du Haut Conseil, l'un portant sur le projet de loi relatif aux résultats de gestion et portant approbation des comptes 2023, et l'autre portant sur le programme de stabilité. Bon, très rapidement, je note que le Haut Conseil ne considère pas important au sens de la LOLF l'écart entre le déficit structurel constaté en 2023 et celui programmé en loi de programmation des finances publiques. Au fond de cette appréciation, vous évoquez notamment l'impact du changement de méthodologie lié au passage des comptes nationaux en base 2020 opéré par l'INSEE. Net de ce changement, l'écart est donc inférieur à 0,5 de PIB. Pouvez-vous nous préciser la portée de ce changement, notamment sur l'effet de déficit et l'interprétation que nous devrions faire? Autrement dit, pourrions-nous dire, ce sera un mauvais raccourci, que sans cet effet, le déficit aurait été de 5,3 en 2023, où je me trompe. Sur le PSTAB, je partage évidemment grandement votre préoccupation d'ensemble s'agissant de nos finances publiques et les alertes que vous avez soulevées. Nous sommes face à un problème sérieux qui nécessite de la constante dans l'effort, ce qui passe par la clarté et l'organisation. Vous prenez
acte de la révision des prévisions de croissance du gouvernement. Cette révision implique une trajectoire des finances publiques plus ambitieuse que celle figurant dans la loi de finances publiques, puisque le point d'arrivée sur les 3% de déficit en 2027 est pratiquement inchangé. Vous l'avez dit, la pente est encore plus dure. Le Haut Conseil considère par là même que la trajectoire du PSTAB manque de crédibilité, vous nous l'avez expliqué, par manque de documentation des économies nécessaires, par manque d'organisation entre les sous-secteurs des administrations publiques s'agissant des objectifs à atteindre. Il est vrai que le PLF 2025 doit être préparé sans attendre et que la marche est haute, particulièrement l'année prochaine. Pouvez-vous nous préciser le degré d'avancement des revues de dépenses menées actuellement par la Cour des comptes et quels sont les principes méthodologiques que vous avez choisis? Proposez-vous des préconisations d'économie chiffrées ou pas dans ce cadre-là? Considérez également que la trajectoire de finances publiques portée par le PSTAB manque de cohérence. Vous évoquez un effet négatif en retour sur la croissance que vous avez précisé, des mesures de consolidation budgétaire, ce qui pourrait peser sur le respect de la trajectoire. Avez-vous pu chiffrer cet effet retour, c'est-à-dire impact sur la croissance de l'effort structurel? Et j'ai une question plus directe encore, Monsieur le Président. Est-ce qu'il n'y a pas, de la part de la Cour, avec le respect que j'ai évidemment pour la très grande qualité de son travail, un paradoxe, une injonction paradoxale? Vous nous avez assez souvent, et parfois à juste titre, reproché de ne pas être ambitieux dans le redressement de nos finances publiques, dans la réduction de nos dépenses. Nous avons là, par définition maintenant, une trajectoire beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus difficile. Et vous nous reprochez maintenant qu'elle n'est pas cohérente et pas atteignable. Alors je veux dire, comment fait-on? Comment pouvons-nous résoudre cette équation? Quand on n'est pas assez ambitieux, vous nous dites qu'on n'est pas assez ambitieux, et quand on les trouve, vous nous dites qu'on n'arrivera pas à tenir cette ambition. Voilà, votre avis, évidemment, intéresse, et je voudrais terminer sur, même si ce n'est pas complètement précisé dans le PSTAB, mais il y a des éléments qui permettent. Est-ce que vous pensez que l'effort en matière de réduction de nos dépenses publiques est également justement réparti entre les trois niveaux de fonction publique? En 2023, je rappelle les chiffres, l'État plus ODAC, les dépenses ont augmenté de 0,6%, les finances publiques plus 5,3% et les assos plus 4,4%. Est-ce que vous pensez à la trajectoire qui vous est proposée aujourd'hui, que l'effort sur ces trois points est équitablement réparti? Merci. C'est long, voilà. Le sujet est important. Voilà. Merci. Pierre Moscovici, à vous, en un peu moins de 11 minutes quand même, parce que sinon, on va pas avoir beaucoup de temps. Non, je vais être beaucoup plus rapide. Monsieur le rapporteur général, merci de vos questions, comme toujours, précises, détaillées, constructives. Vous avez évoqué à plusieurs fois des caricatures. J'ai cru comprendre, mais je tiens à préciser cette imputation ne visait pas les travaux de la Cour des comptes et du Haut Conseil, qui sont mais extrêmement objectifs, pluralistes, indépendants. C'est notre rôle et je tiens beaucoup à cela. Mais je sais, je voulais préciser, je ne voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté dans l'interprétation pour ceux qui me regarderaient de ce propos. Je vais répondre rapidement à quelques points. D'abord, vous avez justement souligné que s'agissant des reculs des recettes en 2023, et c'est l'évidence, il y avait des éléments qui étaient peu prévisibles. Et c'est certain, cela a surpris tout le monde, à telle enseigne que la Cour des comptes elle-même, dans son rapport annuel, parlait d'année blanche, alors que l'année s'est révélée, je l'ai dit, grise ou noire. À quel moment cela était-il su et par qui? En tout cas, pas par nous. Et c'était sans doute pas prévisible. Il y a tout de même, vous en avez convenu aussi, quelques éléments qui pouvaient mériter de votre part réflexion. Notamment, était-il absolument impossible de concevoir que l'impôt sur, disons, les super profits de la crime serait moins rentable dans une année où la désinflation était déjà à l'œuvre. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, nous savons qu'on est passé progressivement de 12,3 à 3, puis à 0,6.
Ça, c'est des éléments sur lesquels il faut réfléchir, mais je voulais apporter ce double éclairage par rapport à vos questions. Vous avez évoqué à un moment donné les circonstances exceptionnelles, pas dans le sens de la LOLF ou de la loi organique, puisque nous avons considéré, après un long débat, que ces circonstances n'étaient plus remplies en 2023. Alors, les circonstances restent quand même assez particulières, j'en conviens, mais elles sont, de ce point de vue-là, elles sont plus exceptionnelles au sens de la loi organique. Pour ce qui concerne les dépenses de l'État, vous avez expliqué comment elles avaient été plutôt bien gérées. De votre point de vue, je n'ai pas formulé d'avis là-dessus. Je veux simplement me référer au rapport sur l'exécution du budget qui dit qu'en effet, les chiffres qui sont finalement donnés, c'est-à-dire à la fois d'une réduction des dépenses exceptionnelles et d'autre part d'une croissance des autres dépenses, étaient annoncés par la loi de finances, le projet de loi de finances. Si c'est ça que vous voulez dire, c'est incontestable. Et la Cour ne dit pas le contraire. En revanche, ce que nous soulignons, c'est que tout cela aboutit de facto à un effort de maîtrise des dépenses, et notamment des dépenses structurelles, qui est insuffisante, puisque au total, cette balance conduit tout de même, malgré 28 milliards en moins de dépenses exceptionnelles, à une croissance de quelque 1 milliard de la dépense de l'État. Sur la question que vous posiez sur le mécanisme correcteur et sur l'écart de 0,5, pardonnez-moi, là je suis ici à New York, il y a des questions qu'il faudra poser peut-être directement au ministre qui doit pouvoir y répondre et au directeur de l'INSEE. Je vous dis de tête ce qu'ont été nos débats, le souvenir est assez fiable. L'écart est en effet de 0,5. L'impact méthodologique est de 0,14. Donc, en conséquent, finalement, l'écart au sens de ce qui était nécessaire pour évoquer le mécanisme de correction est de 0,36, ce qui reste assez significatif. Savoir quel aurait été, puisqu'il s'agit de structurel, l'impact sur le nominal de 5,5 est une question auquel sans doute le ministre aura davantage de réponses que moi. Mais voilà ce qui a conduit au Conseil à d'une part lever les circonstances exceptionnelles et d'autre part écarter le mécanisme de correction. Pour ce qui concerne les revues de dépenses, je vous confirme que nous avons été saisis par le Premier ministre de 3 revues de dépenses. Une sur l'assurance maladie, dans la poursuite de ce qu'on a appelé le rapport Briet il y a une dizaine d'années. Une autre sur le financement des collectivités territoriales. Et une troisième sur les dispositifs de sortie de crise. Ce qui ne me conduit pas à formuler de jugement sur la répartition des efforts entre les différents types d'administration, mais en effet, on peut concevoir que si finalement l'accent est mis sur la réduction des dépenses, ce qui est le cas de toute façon dans les projets qui nous sont soumis et qui vous sont soumis, alors il devra être équitablement partagé et réparti entre les 3 types d'administration. Nous avons été ici assez tardivement, je dois le dire, le 15 mars, pour un rapport à rendre fin juin. Les équipes sont à l'œuvre, enfin, ils sont plutôt au début de leurs travaux. Nous allons procéder à des auditions. Nous vous demanderons d'ailleurs sans doute, monsieur le rapporteur général, de contribuer, mais aussi des acteurs qui sont concernés par ces politiques publiques. Et nous rendrons ces travaux fin juin, et nous le ferons dans les règles de l'art, c'est-à-dire à la fois en suivant nos propres analyses, mais en débouchant sur des propositions d'économie très concrètes sur ces 3 sujets qui ne sont pas totalement négligeables. Alors, la question de l'injonction paradoxale est en effet intellectuellement très intéressante. Et nous nous la sommes posée. Parce que vous avez raison, on pourrait dire, voilà la Cour, le Conseil qui sont sans arrêt en train de veiller à la rigueur de la gestion des finances publiques, d'exiger des résultats qui soulignent un problème de cohérence. Et la difficulté, elle est là. C'est-à-dire c'est une difficulté temporelle. Bien sûr que notre priorité, et nous le rappelons, c'est la réduction des déficits. Encore faut-il qu'elle soit compatible avec les hypothèses qu'on met dans la machine, en quelque sorte. Et là, nous pensons que ça manque de cohérence. Autrement dit, passer de 5,1 à 3%, c'est extraordinairement difficile. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est plus difficile que de passer de 4,4 à 2,7 par définition, alors que nous jugions que c'était déjà un chemin très escarpé. Maintenant, ça devient une pente qui est quasi abrupte. Et pour y arriver, ça suppose des conditions, en effet, une gouvernance de la dépense qui jusqu'à présent n'a pas été constatée, vous le savez aussi bien que moi, vous en plaignez parfois d'ailleurs, monsieur le rapporteur général, je vous lis toujours très attentivement,
Et la question, c'est est-ce que ça ne rétroagit pas sur les prévisions de croissance? À cet égard, je n'ai pas de chiffres à vous donner, puisque justement, ça supposerait qu'on fasse des raisonnements économiques un peu compliqués et qu'on ait plus de documentation qu'aujourd'hui. Mais notons tout de même, par exemple, qu'il y a 27 milliards d'euros qui sont prévus pour 2025. Ce ne sera pas en effet sans effets sur la prévision de croissance. Je citerai par exemple les travaux de l'OCDE, qui sont les premiers à avoir intégré ces effets sur les années à venir. Et donc, nous disons que dans les circonstances actuelles de température et de pression, oui, tout ça ne nous paraît pas tourné. Et qu'en effet, compte tenu de ce qu'on nous a donné, soit on maintient les prévisions de croissance, et donc l'ambition de croissance, et à ce moment-là, on risque fort de ne pas atterrir sur 3%, soit on veut atterrir à tout prix sur 3%, et à ce moment-là, la croissance sera donc sans doute moindre, ce qui exigera des efforts en dépenses encore plus considérables que ceux qui sont faits. C'est ça notre raisonnement, il se tient à ça. Nous n'avons pas abandonné pour notre part notre perspective et notre rôle, qui est celui de réduire les déficits et de réduire la dette. Et nous rappelons que c'est absolument incontournable. Voilà, monsieur le rapporteur général, quelques éléments que je voulais apporter en réponse à tout ça. Le Haut Conseil ne reproche pas du tout un manque d'ambition au gouvernement. Il considère que ce niveau d'ambition conduirait à une croissance plus faible, qui est celle affichée. Et c'est là où réside le manque de cohérence. Est-ce que c'est paradoxal? Nous sommes comme vous, au fond. Nous travaillons dans une réalité de finances publiques, une réalité macroéconomique, une réalité temporelle. Et là, avec les résultats de l'année 2023 et ce qui se prédit pour 2024, nous sommes quand même dans un espace assez réduit avec beaucoup de choses à faire. Voilà Merci. la réponse que je peux vous apporter. Merci. On va passer aux orateurs de groupe. Mathieu Lefebvre pour 2 minutes. Merci, messieurs les présidents. Je retiens, monsieur le président, 3 enseignements de votre intervention. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'insincérité dans les prévisions du gouvernement. Le second, c'est l'absolue nécessité de réduire les dépenses. Et vous indiquez bien que la réduction des dépenses n'est pas nécessairement contraire à la croissance. Et enfin, que la pente est certes abrupte, mais elle n'est pas pour autant impossible. Alors, si on revient sur l'exécution 2023, on voit bien que la question, ce n'est pas un sujet de dépenses, puisqu'on a une quasi-stabilité des dépenses de l'État en valeur. Les crédits consommés sont même inférieurs à la prévision initiale, et ce, malgré un soutien massif à la fois au pouvoir d'achat et au réarmement de l'État, à travers les lois de programmation sectorielle qui contraignent quand même beaucoup la trajectoire pluriannuelle de finances publiques. Donc, on a un problème de recettes. Sur ce problème de recettes, vous évoquez la clé de répartition entre l'État et les autres affectataires de la TVA. Mais c'est une clé de répartition comptable et par conséquent, ça n'explique pas les raisons pour lesquelles les recettes de TVA sont inférieures à la prévision. Donc ma question c'est, est-ce qu'il faut, pour compenser les baisses de recettes que nous assumons, compenser par d'autres impôts que par des transferts de TVA? Ou bien est-ce qu'il faut que ces transferts de TVA soient peut-être capés, encadrés, à la manière dont vous le proposiez, je crois, au sein de la Cour des comptes, au travers de l'élargissement de la norme de dépenses au transfert de TVA? Est-ce que vous réitérez cette recommandation? Sur les taux d'endettement et la charge d'intérêt, est-ce que vous considérez que la charge d'intérêt qui est associée au programme de stabilité est cohérente avec à la fois l'évolution du volume et l'évolution des taux auxquels nous empruntons, ou bien est-ce que vous considérez qu'elle est trop optimiste? Et une dernière question également sur les autres recettes qui sont en diminution, parce que les recettes qui sont liées à la masse salariale, qu'elles puissent être en diminution, on peut le comprendre, notamment s'agissant des cotisations, mais un petit peu moins s'agissant de l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous avez une réponse sur l'impôt sur le revenu? Merci. Monsieur le Président. Très rapidement, je répondrai au député Lefebvre, que je salue, et je le redis ici, le Haut Conseil n'a pas évoqué l'insincérité, ni pour le PLF 2023, ni pour le PLF 2024, que ça ne figure pas dans son avis présent. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut manier à la légère. Ce ne sont pas des reproches qu'il faut se lancer à la figure. Le gouvernement n'a pas la volonté de tromper les Français déterminés, et les conséquences qu'on peut en tirer sont, encore une fois, extrêmement graves en termes y compris constitutionnels. Et naturellement, si nous pensions un jour que nous étions dans cette situation, nous le dirions. Si nous ne le pensons pas, ce qui est le cas, nous ne le disons pas.
Voilà, je veux être très clair là-dessus, peut-être non pas de façon définitive, mais ça me paraît important de le dire. Ça n'est pas un grief que nous faisons. Deuxième chose, en revanche, cette fois-ci, nous avons été un peu plus loin, c'est vrai, que dans nos avis précédents, parce que nous évoquons la question d'un manque de cohérence. Que nous pensons qu'il y a une amélioration à faire dans le raisonnement et dans les résultats. Ça aboutira peut-être à des résultats paradoxaux, mais en tout cas, il y a des choix à faire. Je le redis au rapporteur général, comme je le redis à vous, monsieur le député. Et ça me permet d'ailleurs de dire au président Coquerel, j'avais oublié de répondre à sa question, ce n'est pas à nous de débattre du fait de savoir s'il doit y avoir ou pas un PDFR ou s'il faut corriger la copie, mais nous portons une appréciation sur ce que nous avons vu, tout simplement. Et il nous semble que là, oui, il y a quelques réflexions d'enchaînement macroéconomie versus finances publiques qui peuvent être conduites utilement, à laquelle d'autres pourront répondre. Pour ce qui est de la baisse des recettes, je rappelle que, en effet, c'est le Conseil des prélèvements obligatoires qui avait fait un rapport sur la TVA, qui reste, à mon sens, d'actualité, qui proposait en effet de caper ces transferts, parce que nous constations qu'ils représentaient désormais une part trop peu importante, ou une part trop peu importante était affectée à l'État. Est-ce que ça passe par d'autres impôts? Ça, mesdames et messieurs les députés, c'est totalement à vous d'en débattre. Pour ce qui est des charges d'intérêt, non, nous n'avons pas fait d'observation particulière là-dessus. En revanche, ce que nous avons noté, c'est que la charge de la dette continuait, elle, de croître. Et c'est ça le motif de préoccupation premier, en tout cas pour moi. C'est que quand nous avons une charge de la dette trop importante, alors à ce moment-là, notre marge de manœuvre pour faire face à des aléas ou pour investir devient extrêmement réduite. Vivre avec une charge de la dette de 73, 80, 85 milliards d'euros, ça dépend des hypothèses, pour le coup, c'est un cauchemar dont il faut absolument prémunir la France. Et donc, il faut infléchir la courbe. Merci. Jean-Philippe Tanguy pour l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moscovici, bonjour. Écoutez, merci pour cette présentation, mais sincèrement, moi, je pense que là, on est vraiment face à une dérive et un problème. La dérive, c'est l'illisibilité de l'action publique et de l'analyse des comptes publics pour nos concitoyens. Nous sommes là pour représenter les Françaises et les Français, mais nous sommes aussi là pour que tout le monde puisse comprendre nos débats. Moi, je suis désolé, à la lecture de vos notes, à la lecture de votre exposé, il y a énormément de confusion et un grand écart entre la gravité des faits et de la situation que vous exposez et ensuite l'absence de décision que vous prenez pour des raisons méthodologiques qui, évidemment, peuvent s'expliquer, mais qui sont incompréhensibles et intolérables pour les Français. Justifier qu'il ne faut pas envoyer un signal d'alarme sur la tenue des comptes publics avec le déclenchement que vous auriez pu faire, c'est prendre une responsabilité politique. Et donc là, on est dans une impasse où, à force de se déresponsabiliser en multipliant les commissions, les hauts conseils, le Parlement, le gouvernement vous met dans une situation où d'un côté, vous ne voulez pas rentrer en politique alors qu'on vous demande de le faire. Voilà. Donc là, aujourd'hui, quelle est la situation réelle, tout simplement, pour les Françaises et les Français qui sont dans l'inquiétude? On leur dit le déficit public explose. Et ensuite, vous leur dites, oui, mais avec des nouvelles méthodes comptables incompréhensibles, finalement, on est juste en dessous, à 0,14 points près. C'est incompréhensible pour les gens. Ça crée une confusion encore pire pour les contribuables, pour les entreprises, pour ceux qui cherchent à comprendre la situation. Donc le devoir des députés aujourd'hui, c'est à cesser de se chamailler et de passer 2 heures sur des considérations technocratiques dont personne ne comprend rien et de prendre ses responsabilités. Oui, il faut un débat devant le Parlement, devant le Sénat et l'Assemblée nationale, parce qu'il faut que les Français aient de la visibilité. Il faut que le gouvernement présente des perspectives crédibles. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. La création du Parlement, c'est être tenu comptable des impôts, des dépenses et de l'argent des Français. On ne comprend plus rien. Et c'est pour cette raison que depuis 50 ans, on nous annonce le rétablissement des finances publiques l'année prochaine et que la situation est de pire en pire. Donc moi, j'invite toutes les oppositions à se réunir, à déposer une motion de censure, à mettre le gouvernement devant ses responsabilités et à refuser toutes les lois qui nous seront proposées. Ça suffit. Merci. Monsieur le Président. Alors, monsieur le député, avec tout le respect que j'ai pour la représentation nationale, pour chacun des députés et pour vous-même, je voudrais faire quelques précisions. Vous faites de la politique, vous êtes parlementaire. Je n'en fais plus. Je l'ai été, je ne le suis plus. Et je n'ai pas à en faire. C'est pas que je refuse d'en faire, je n'ai pas à en faire. La Cour des comptes a un rôle précis qui est établi dans notre Constitution. Et ça ne changera pas jusqu'à nouvel ordre. Le Haut Conseil des finances publiques a vu ses fonctions établies par une loi organique. J'étais d'ailleurs ministre des Finances à l'époque. Et j'espère que ce que nous apportons ce matin, c'est au contraire des éléments très précis, qui ne sont pas
technocratiques. Ils sont forcément techniques. On ne va pas non plus faire comme si les finances publiques, c'était, je ne sais pas, de l'impressionnisme, qui sont fournis à vous, mesdames et messieurs les parlementaires, et aux citoyens. Et j'ai la faiblesse de penser que cet énorme travail, il faudrait plutôt en remercier les auteurs, 61 notes d'exécution budgétaire, des travaux qui prennent des centaines d'heures, d'hommes et de femmes qui sont compétents et qui sont de bonne volonté, il faudrait plutôt leur dire merci que de sembler les engueuler. Et donc moi, ce que je vous dis, c'est que si vous vous penchez sur ces rapports, si vous penchez sur ces avis, vous aurez davantage de lisibilité, vous aurez des questions. Après, ce n'est pas à nous, ni de préconiser les décisions, ni, a fortiori, de les prendre. Ça s'appelle la démocratie. Chaque institution, y compris les institutions indépendantes, est à sa place. Nous sommes à la nôtre, complètement. Merci. Les Républicains, Véronique Louwagie. Merci, messieurs les présidents. Alors effectivement, alors qu'en règle générale, le Haut Conseil des finances publiques et la Cour des comptes disposent toujours d'un ton policé de forme très arrondie, de prudence quant au choix des mots, et c'est tout à votre honneur. En tout cas, ce budget de l'État 2023, c'est un moment de vérité à charge pour le gouvernement. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, alors que la Cour des comptes avait relevé le risque que 2023 soit une année blanche, finalement c'est une année grise, voire noire. Et vous indiquez à la fois sur le fond et la forme un certain nombre de correctifs qui devraient intervenir. Par exemple, vous évoquez le changement de méthode critiquable concernant la présentation des dépenses fiscales liées à la TVA qui vient amoindrir de manière artificielle leur montant dans le PLF 2024. Vous évoquez également la situation des reports de crédit qui nuisent à la maîtrise de la dépense. J'ai plusieurs questions. Une première question, en page 40 de votre rapport, vous indiquez la réactivation du pacte début 2024 qui expose de nouveau la France aux procédures prévues en cas de non-respect des règles européennes. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel de ces impacts ? En page 105, vous évoquez que la direction du budget n'a pu communiquer le tendanciel de la dépense pour 2023, faute de disposer d'une formalisation entre la direction du budget de ses interlocuteurs ministériels. Est-ce que vous avez pu obtenir pour 2024 un tel tendanciel qui pourra vous être fourni ? En page 112, vous évoquez un risque de dépassement qui existait en septembre 2023 de 23 milliards d'euros, alors que le décret d'annulation de la même date a été simplement de 5 milliards d'euros. Est-ce à dire que le gouvernement ne maîtrisait plus le process d'engagement des dépenses dans le cadre des crédits votés ? Et enfin, sur le programme de stabilité, j'ai 3 questions. Est-ce que le niveau de la dette à 112% de PIB a abouti à un montant proche de 3 600 milliards d'euros en 2027 ? C'est le calcul que j'ai fait. Une deuxième question sur le niveau des prélèvements obligatoires qui augmente entre 2023 et 2027 de 0,6. Est-ce que cela, pour vous, correspond à peu près à 20 milliards d'euros, une pression fiscale supplémentaire de 20 milliards d'euros ? Et une dernière question qui concerne l'approche et les hypothèses de recettes d'impôt sur les sociétés qui avaient été vues avec beaucoup d'optimisme à la fin 2023. Est-ce que ceci aura une incidence sur 2024, étant entendu que le gouvernement a retenu les mêmes hypothèses ? Merci. Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Non, je ne pense pas que nous ayons changé de ton. Nous essayons d'être toujours précis, courtois, mais de dire les choses avec fermeté. Et c'est ce que nous disons. Ce qui change à la limite, ce sont les circonstances. Et le fait est qu'une exécution plus foncée que prévue en 2023 et sur 2024, un nouveau décalage dans la réduction du déficit ne demande pas de conséquences et nous place dans une situation extraordinairement compliquée. Donc le Haut Conseil le dit. Et il utilise les mots qui sont les siens, mais qui me paraissent appropriés. Encore une fois, pas d'insincérité, mais une forme de manque de cohérence à laquelle il faut sans doute répondre. Pour le reste, je n'ai pas comme ça ici, à New York, tout à fait les chiffrages. Je n'ai aucune raison de mettre en doute ce que vous dites. Il est vraisemblable que les ordres de grandeur que vous donnez sont ceux qui seraient en effet effectués. Sur les conséquences européennes, ça, c'est pas... à moi de vous répondre, peut-être M. Cazenave le fera-t-il. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il existe une procédure qui est à la main de la Commission. J'ai eu à le faire quand j'étais moi-même commissaire européen en charge de ce sujet, qui est la procédure pour déficit excessif. La Commission, une fois que les règles sont rebranchées, pourra décider de mettre en œuvre tel ou tel pays en procédure de déficit excessif, avec des conséquences qui est que, à ce moment-là, un pays est tenu de faire un ajustement structurel de 0,5 point de PIB. Il est vraisemblable que dans le cadre des nouvelles règles, à ce moment-là, il y aura un programme de réforme qui sera mis
en contrepartie de temps donné, avec une possibilité de sanctions qui seront plus effectives que celles du pacte non révisé, mais aussi moins importantes. Enfin, toutes les questions que vous évoquez aux diverses pages du rapport que vous citez, c'est vrai que sur les dépenses, sur le tendanciel, eh bien, nous n'avions rien. C'est ce que nous avons dit. Tout ça n'était pas suffisamment documenté. La direction du budget y travaille. D'ailleurs, dans son avis sur le programme de stabilité, le Haut Conseil souligne que ce n'est pas documenté, mais ça n'est pas non plus anormal. Nous avons auditionné la direction du budget. C'est ça qui sera présenté au moment opportun, c'est-à-dire au moment du vote du PLF 2025. Mais le chiffrage donné par la Cour, en revanche, n'est absolument pas contesté. Merci Emmanuel Mandon pour le MODEM. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Haut Conseil des finances publiques, votre tâche n'est jamais facile, tellement elle se situe à la frontière de la décision politique et de l'appréciation technique. Mais face à des ressources en baisse, la croissance des dépenses, même limitée, n'est pas supportable, compte tenu notamment de la charge de la dette, qui est également plus lourde qu'anticipée. Il est trop facile de casser du bois sur la tête des corps administratifs ou des prévisionnistes. Cependant, ne peut-on pas s'interroger sur les causes techniques de l'écart constaté et sur les mesures techniques qui pourraient en éviter le renouvellement ? L'incertitude sur les faiblesses de l'évaluation affectera la réception par l'opinion publique de l'évidence comptable de la situation dégradée de nos finances publiques et donc l'acceptation des indispensables mesures d'économie. On ne peut que s'inquiéter en effet de l'écart de 0,6 points entre les dernières prévisions du déficit pour 2023 et le chiffre constaté lors de l'apurement des comptes budgétaires. Le groupe démocrate souscrit à l'objectif de réduction de la dépense publique, à la condition que cette politique soit économiquement recevable, mais elle sera d'autant plus efficace qu'elle sera comprise et acceptée par les Français. Alors, quelles sont, à votre avis, les conditions propres à faciliter la réalisation de cet objectif ? Pour 2024, vous estimez que la prévision de croissance établie par le gouvernement, même si elle est optimiste, ne demeure pas hors d'atteinte. L'évolution annoncée des taux directeurs de la BCE va-t-elle dans le sens de cet optimisme ? Pour atteindre l'objectif de la baisse de 2,2 points de dépenses publiques en pourcentage du PIB, vous estimez nécessaire une gouvernance rigoureuse et collective associant l'État, les collectivités territoriales et les organismes sociaux. Alors, pourriez-vous nous indiquer quelles seraient les conditions de sa mise en place et auriez-vous des exemples de bonnes pratiques de gouvernance à l'échelle européenne dont notre pays pourrait s'inspirer utilement ? Merci. Votre réponse, Monsieur le Président. S'agissant de la qualité des prévisions, vous avez raison, il faut jeter la pierre à personne. Et je ne fais sans doute pas. Il arrive que des écarts soient constatés dans un sens et dans l'autre. Le rapporteur général, implicitement et sans le dire tout à l'heure, a souligné qu'en effet, pour l'année 2022, au Conseil avait été plus alarmiste que ce qui s'est finalement produit à la fin de cette année. En revanche, c'est pas le cas du tout pour l'année 2024. Et de ce point de vue-là, je pense quand même qu'au moment de faire une prévision, il faut avoir un principe qui soit un principe d'abord de s'appuyer sur ce qu'on sait. C'est tant mieux si la prévision est dépassée par les faits. C'est plus embêtant si c'est le contraire. Et donc, je suis toujours pour un principe de prudence sur les prévisions. Et là, je le redis, en effet, la prévision pour 2024 n'est pas hors d'atteinte. 1% désormais, ça n'est pas hors d'atteinte, ça peut se produire. Certains organes sont à 0,8, d'autres sont à 0,4 ou 0,5. Elle demeure quand même un peu élevée. Elle est au-dessus du consensus de manière assez claire et il n'y a pas d'organisme de prévision qui soit au niveau prévu par le gouvernement. Pour ce qui est de la gouvernance, nous sommes contentés de mentionner que les conditions pour faire un effort d'économie massif, je rappelle le chiffre de 27 milliards, celui-là, il figure dans le programme de stabilité, requiert en effet qu'on puisse travailler ensemble, État, collectivités locales, organismes de sécurité sociale, que cela soit fait de manière relativement consensuelle. Je suis, à cette qualité, membre du Haut Conseil des finances publiques locales, je mesure la difficulté de l'exercice, mais si on veut pouvoir le faire, alors à ce moment-là, et c'est plus la tâche du politique, il faut mettre tout le monde autour d'une table et chercher un consensus. Quant à la baisse des taux, elle sera favorable à la croissance sans aucun doute, mais plutôt à partir de 2025, et c'est pris en compte dans le programme de stabilité. Merci. Philippe Brun pour le groupe socialiste.
Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, merci beaucoup pour votre exposé. Alors, évidemment, on ne reviendra pas sur ce que vous nous avez dit. Certes, le budget n'est pas insincère. En tout cas, il n'est pas sincère. Donc, il faut trouver la bonne formule. Il n'est ni insincère ni sincère. On va donc dire qu'il est non sincère. Je me permets de revenir, Monsieur le Premier Président, sur une des remarques que vous faites dans le deuxième avis, celui qui est relatif aux prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité. Vous dites bien que la prévision de croissance manque de cohérence, car la mise en œuvre de l'ajustement structurel prévu pèsera nécessairement, au moins à court terme, sur l'activité économique, si bien que les prévisions de croissance élevées du gouvernement pour la période couverte par la LPFP apparaissent peu cohérentes avec l'ampleur de cet ajustement. Je vois tout de même dans cette expression et dans cette phrase une forme d'aporie, puisque vous nous dites d'une part, il va falloir encore plus réduire la dépense publique et le déficit, car la croissance va être plus faible parce qu'on va réduire les dépenses publiques. Est-ce qu'à la fin, vous reconnaissez ici qu'un ajustement structurel trop brutal nuira définitivement à la croissance et donc à la fin, justement, à notre objectif qui est celui de la réduction du déficit public. Pouvez-vous nous faire part de votre analyse? Quel est le bon rythme de réduction du déficit? Est-ce que celui du gouvernement n'est pas trop important? Monsieur Moscovici. Monsieur le député, il y a une chose à laquelle je tiens essentiellement dans la fonction qui est la mienne, comme dans d'autres d'ailleurs, c'est à la précision du langage. Nous n'avons pas dit que le budget, le projet de loi de l'avis sur le programme de stabilité était insincère. Nous n'avons pas dit qu'il était non sincère. Donc, ne me faites pas dire ce que nous ne disons pas. On ne va pas faire d'improvisation sémantique. Le Conseil en débat suffisamment. Vous savez, en très peu de jours, nous passons énormément de temps ensemble, presque nuit et jour par mail, pour arriver à définir les bons mots. Qu'est-ce que nous voulons dire? Ce que nous voulons dire, c'est que ça manque de crédibilité, ça manque de cohérence. Ça me paraît suffisamment net, suffisamment clair, pour que je puisse le répéter et laisser de côté ces histoires de sincérité que nous n'évoquons pas. Alors après, ce que nous voulons dire, je le redis, c'est que pour passer de 5,1 à 2,9%, avec les hypothèses de croissance qui sont aujourd'hui sur la table, notamment pour 2026 et 2027, c'est extrêmement compliqué. Soit on maintient ces hypothèses de croissance qui demeurent élevées, puisqu'elles sont très supérieures à notre potentiel de croissance, sans que l'environnement international semble l'annoncer. À ce moment-là, on aura, à l'arrivée, probablement, un niveau de déficit plus élevé significativement que ce qui est prévu. Soit on dit on fait à toute force cet effort qui est massif, et à ce moment-là, ça aura un impact sur la croissance, donc il faut que l'effort soit encore évalué. Vous me demandez ce qui est souhaitable, là pour le coup, ce n'est pas à moi de le dire. Je le répète, comme M. Tanguy, même si je ne confonds pas du tout, croyez-le, ce que vous dites avec ce qu'il a dit, en général d'ailleurs, non, nous ne faisons pas de politique. Et ça, c'est aux décideurs. C'est peut-être une question à laquelle le ministre qui me succédera pourra répondre davantage. Merci. François Jolivet pour Horizon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aurais trois questions. La première, c'est sur le ralentissement des dépenses, enfin des recettes de l'État, puisqu'en fait, c'est TVA et impôt sur les sociétés. Dans l'IS, il semblerait que ce soit les services financiers qui aient passé beaucoup de provisions. Et comme vous le dites par ailleurs, que nos dépenses publiques ont augmenté, en tout cas, elles ne sont pas dans la trajectoire qui était fixée à due proportion de la baisse des recettes. Vous indiquez que le fait de baisser la dépense publique de manière importante pourrait contrarier la croissance, et pourtant elles n'ont jamais été aussi élevées, et la croissance n'est pas au rendez-vous. Je voudrais savoir comment on peut sortir de ces injonctions paradoxales, même si je comprends bien qu'un déficit est financé aujourd'hui par la dette. Ça, c'est ma première question. La garantie de la croissance des dépenses publiques n'est pas forcément la garantie de la croissance. Ma seconde question concerne ce qu'on avait baptisé dans des éléments de langage les rentes inframarginales, où nous avons pu inscrire 12,5 milliards de recettes et encaisser 600 millions d'euros. Comme vous-même, vous l'avez précisé, le ralentissement n'est que de 8 milliards. Et ça, c'est quand même très paradoxal. Est-ce que vos équipes sont sur ce sujet? Parce que pour qu'on puisse inscrire une telle recette et d'avoir un tel rendement au final, en tout cas, le groupe Horizon
apparentés s'interrogent beaucoup. Et puis, troisième question, selon vous, on voit bien qu'il nous faut sans doute retrouver des recettes structurelles, retrouver une dynamique des recettes de l'État. Donc, vous avez abordé très justement le partage de la TVA. Et finalement, l'État n'a que les impôts compliqués, en tout cas ne bénéficie pas de la croissance. Mais selon vous, quelle serait la première réforme structurelle de l'État qu'il faudrait faire pour retrouver le droit à l'équilibre, si j'ose dire? Monsieur le Président. Alors, sur l'évolution des recettes fiscales, ce que nous constatons, c'est qu'en effet, ces recettes ont nettement diminué en 2023, que le rendement de tous les grands impôts est en baisse, que c'est une baisse en valeur singulière, en nette croissance, même modeste, qui est un signe de désarmement des recettes fiscales. Et je reviens quand même sur le désarmement en matière de TVA qui peut trouver une réponse. Mais cela explique la sensibilité croissante des recettes fiscales à l'évolution de l'impôt sur les sociétés, qui, du fait de la mécanique d'acompte et de solde, subit le contre-coup des encaissements élevés de 2022. Il demeure toutefois qu'une partie des écarts entre les prévisions de recettes fiscales et montants réellement encaissés est difficilement prévisible. C'est le cas notamment des ajustements à la baisse des acomptes de l'IS en fin d'année. Chaque année, difficile à anticiper parce qu'il relève à la fois du choix des entreprises et de leurs résultats. Pour ce qui concerne la réforme qui tue, d'une certaine façon, celle que nous privilégierions en premier lieu, non, je pense que quand on est à ce niveau d'effort, encore une fois, il faut avoir, c'est d'ailleurs ce que préconisait la Cour dans son rapport sur la situation des finances publiques et sur les perspectives en juin dernier, une approche qui soit extrêmement méthodique, qui soit extrêmement pluraliste, qui soit tout à fait durable, qui associe tous les acteurs et qui qui passe en revue toutes les dépenses publiques pour privilégier celles qui, en effet, favorisent la croissance et aller chercher les dépenses les moins efficaces. C'est plutôt une approche holistique qu'il faut développer. Merci. Christine Arrigui pour le groupe écologiste qui est à distance, je crois. Christine? On ne vous entend pas, Christine. Il faut mettre le micro. Oui. Merci. C'est bon? Oui. Oui. Oui, je disais que j'avais une bande passante un peu fragile et un peu comme le pacte de stabilité. Donc, je vais essayer d'être concise dans mes questions. Alors, d'abord, je tenais à remercier Monsieur le Premier Président pour les avis du Haut Conseil qui nous ont été transmis dans un délai beaucoup plus raisonnable que celui du gouvernement, avec lequel il nous a transmis son pacte de stabilité, programme de stabilité, projet de loi relative aux résultats de la gestion portant approbation des comptes de l'année 2023 à 10h02 ce matin pour une audition cet après-midi. Cela me paraît être véritablement un procédé tout à fait regrettable, que ces saisines tardives et c'est surtout ces communications tardives auxquelles nous devrions vraiment nous alerter et en tout cas nous imposer au gouvernement des pratiques qui soient plus respectueuses du Parlement. Alors, Monsieur le Premier Président, je vous ai entendu et j'ai noté que vous vous inquiétiez, ou en tout cas vous vous interrogiez comme nous sur le faible rendement de la rente inframarginale et ne vous satisfaisiez pas de la même façon que nous de la réponse du gouvernement concernant la question du prix de l'énergie. Alors, votre inquiétude qui rejoint la nôtre pourrait à la fois nous rassurer, ou plus exactement nous inquiéter, puisque malgré les experts qui vous entourent, vous n'avez peut-être pas réussi à comprendre pourquoi de 12 milliards d'euros qui étaient attendus, nous en arrivons cette année à 600 millions. Est-ce que vous auriez des éléments de nature à nous permettre de comprendre ce faible rendement de cette taxe que nous avions appelé de nos voeux auprès de Bruno Le Maire à plusieurs reprises, quand lui nous disait que les super-profits n'existaient pas et dont on attendait évidemment, alors même que le CAC 40 s'enflamme, un rendement bien plus élevé. C'était ma première question. Ma deuxième question, c'est, vous dites que la prévision du gouvernement suppose la mise en œuvre de mesures budgétaires et fiscales supplémentaires qui, si elles étaient intégralement réalisées, pèseraient sur la croissance en cours d'année. Et est-ce que vous pourriez nous éclairer davantage sur les mesures budgétaires et fiscales supplémentaires que vous évoquez, en particulier en lien Merci. avec
en lien avec le pacte vert et en lien évidemment avec la transition écologique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Je crois qu'il s'agit là de questions qui, en réalité, vous devrez sans doute reposer au ministre des Comptes publics qui va me succéder dans cette salle virtuelle ou réelle, je ne sais pas. Sur la CRIM, je rappelle que l'État a annexé la LFI 2023 pour un produit de 12,30 milliards d'euros, estimé abaissé lors du PESTAB à 5,5, puis en loi de fin de gestion pour atteindre 2,78, et le produit constaté a finalement été de 626 millions d'euros. Et pour l'heure, l'administration n'a pas été en mesure d'expliquer de manière satisfaisante ce qui s'est passé. En réponse aux observations provisoires de la Cour, c'était des notes d'exécution budgétaire, les 3 directions de Bercy concernées ont de nouveau imputé cet écart à la seule baisse rapide des prix de l'électricité au premier semestre 2023. Reste à savoir si c'est le cas, 1, et 2, si c'était imprévisible. Et ça, c'est peut-être des questions que vous pouvez vous poser, ou que vous devez poser, ce n'est pas à moi de les suggérer. Pour ce qui est ensuite des mesures à prendre, là encore, c'est davantage du ressort du gouvernement que du mien. Simplement, ce que je voudrais noter, c'est que le Haut Conseil, dans son avis, dit que la documentation est très lacunaire. On évoque quand même maintenant des montants d'économies en dépenses qui sont considérables. 27 milliards, c'est le chiffre pour 2025. Mais on peut imaginer que la pente ne sera pas beaucoup moins pour les années suivantes. Comment faire Bon, là, et l'information du Haut Conseil et celle du Parlement, à ce stade, ce n'est pas totalement anormal, mais n'est pas de nature à me permettre de vous répondre de manière précise. Merci. Nicolas Sansu pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Moscovici, merci pour les notes et les travaux du Conseil du Haut Conseil des finances publiques et de la Cour, qui sont très intéressants. Et je le redis comme ma collègue Véronique Louwagie, oui, les mots sont un peu plus sévères que d'habitude. Ils sont sans doute justes, mais beaucoup plus sévères que d'habitude. C'est sans doute aussi la question de la déconnexion du budget actuel avec ce qui était prévu. C'est aussi l'absence du débat public avec la multiplication des 49.3 que l'on paye à un moment. Parce que quand il n'y a pas de débat public, je pense qu'à un moment, on arrive à cette situation où la fin de l'année, on se retrouve avec des dispositions qui ne sont pas prévues. Je veux rappeler 3 choses. D'abord que les recettes publiques entre 2019 et 2023 il n'y a pas eu une dérive des dépenses, mais bien une attrition des recettes entre 2019 et 2023. Vous demandez, Monsieur le Président de la Cour, si quand on baisse la dépense publique de 20 milliards d'euros, peut-on considérer qu'on diminue la croissance de 0,4 points? C'est à peu près ce que j'ai en tête. Ensuite, faut-il cesser la suppression de la CVAE? Vous avez parlé de l'affectation à des tiers de la TVA. Faut-il arrêter la suppression de la CVAE pour permettre au moins cette rentrée fiscale auprès des collectivités territoriales? Troisième point, sur la transition écologique, en même temps que l'on voit l'impéritie budgétaire, on voit une explosion des patrimoines des plus aisés, confère la mission d'information qu'on avait fait avec Jean-Paul Mattei. Y a-t-il moyen au niveau européen, à votre sens, de mettre un impôt, un ISF vert pour contribuer et financer la transition écologique? Enfin, dernier point, monsieur le Président de la Cour, quand vous ne parlez pas d'insincérité budgétaire, j'ai été comme vous en responsabilité à un petit niveau de finances publiques, mais quand il n'y a pas insincérité, mais qu'on en est là, c'est qu'il y a incompétence. Alors, peut-on mettre en relation insincérité ou incompétence? Monsieur le Président. Je vais redire, monsieur le député, comme en réponse à tous vos collègues, à quel point je suis attaché à la sémantique, pas pour le plaisir, mais parce que c'est la condition, pour le coup, de notre propre crédit et crédibilité. Et c'est ce qui nous permet de vous parler à tous de manière objective. Est-ce que c'est plus sévère que d'habitude? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la situation est plus préoccupante que d'habitude. Et que donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est tout simplement de la qualifier de manière juste, appropriée, ni plus ni moins. Sur les questions d'imposition, je redis que ce n'est pas vraiment notre angle d'attaque, mais je signale quand même que nous évoquons, et c'est même la dernière phrase et les derniers mots de nos 2 avis, la nécessité de réfléchir aux baisses d'impôts qui sont prévues, soit en les remettant en cause, soit en envisageant des économies correspondantes. Mais encore une fois, nous n'avons aucunement les moyens d'économies qui soient des économies, plutôt des baisses de prélèvements obligatoires qui soient sèches. Vous évoquez le chiffre de 0,4 points, c'est celui qui est donné en effet par l'OFCE, mais il tenait compte aussi d'un certain montant d'économies. Ce qui doit être, pour pouvoir être rigoureux là-dessus, il faudrait connaître précisément
la trajectoire d'économie, précisément la documentation des différentes économies, et du coup, on arriverait à savoir si, à l'arrivée, il y a un impact de 0,4 ou s'il est supérieur. Mais en toute hypothèse, vous voyez que c'est là notre raisonnement. C'est bien qu'en effet, des économies en dépenses massives ont des conséquences sur les recettes ou sur les prévisions de croissance qui elles-mêmes ont un impact sur les prévisions de recettes et donc exigent en effet en quelque sorte de bouclage des économies encore plus fortes, etc. Et c'est là où nous soulignons un problème de croissance. Sur la CVAE, oui, il y a eu une dérive des dépenses. Il y a eu plus 100 milliards entre 2019 et 2022. En 2023, il y a eu moins 28 milliards d'euros de crise et plus 29,4 milliards d'euros de dépenses nouvelles. Michel Castellani. Merci, Président. Monsieur le Premier Président, merci pour votre intervention. Il est écrit dans le programme de stabilité que selon l'indicateur S2 de soutenabilité de long terme, c'est écrit en toutes lettres, la stabilisation de la dette ne serait pas assurée si le solde primaire était maintenu au niveau actuel. Ça pose ipso facto, bien entendu, la question de la relance de la croissance, qui est une dynamique indispensable. Or, je vois que le taux d'épargne des ménages passe à un taux très bas finalement, il va plonger à 16,5, donc ça suppose que la consommation des ménages ne va pas servir d'accélérateur de croissance. Sur la dépense publique, no comment, on sait ce qu'il en est. Sur le commerce extérieur, il y a 63 milliards de trous, donc ça a un effet dépressif sur la croissance. Alors voilà, la question est centrale. Comment soutenir cette croissance? Si vous avez une baguette magique, surtout, dites-nous-le. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sans croissance, on ne peut faire que de l'artificiel. Vous le savez bien. Voilà. Alors j'ai conscience, en soulevant cette question, que c'est une question très centrale, très large finalement. Mais elle est quand même pas hors sujet, quoi. Merci. Monsieur le Président. Je n'ai aucunement en ma possession une baguette magique, mais je crois que votre question permet de poser le débat qui est essentiel. En effet, quand nous soulignons un manque de cohérence, nous appelons aussi à dire la vérité et à faire des choix. Et la question, c'est comment peut-on rendre compatible une prévision de croissance élevée avec un effort d'économie en défense massif qui aboutit à une pente extrêmement forte de diminution des déficits. C'est là la question que nous avons voulu soulever dans cet avis. Et la réponse n'est pas tout à fait là. Juste pour répondre à votre question, si je l'ai bien comprise, ce que je crois, en effet, les prévisions de croissance sont plus raisonnables sur 2023, 2024, 2025. Elles diminuent de 0,8 points. Mais ensuite, on repasse à des prévisions de croissance qui sont élevées à 7 et 1,8, qui supposent, par exemple, une relance massive du commerce extérieur. Je suis à New York, là. Il y a dans quelques mois ici une élection présidentielle. Si un des candidats est élu, ce n'est pas vraisemblable qu'on ait un effet sur le commerce qui soit vraiment de nature extrêmement dopant. Si vous voyez ce que je veux dire, sans me prononcer sur ceci ou cela. Et deuxième chose, en effet, et vous l'avez justement noté, on prévoit un taux d'épargne des ménages qui serait historiquement bas, ce qui n'est pas absolument impossible, mais c'est contraire à tous les comportements qui ont été observés ces derniers temps. Et donc, ces prévisions de croissance sont déjà élevées. La question, c'est, elles sont déjà élevées en soi, comment seraient-elles affectées par des économies en dépenses massives? Et ça rajoute à la difficulté. Donc, il ne faut pas de magie, mais il faut beaucoup de cohérence, oui. Merci. On va passer aux questions supplémentaires. Juste une petite précision. J'ai bien entendu, monsieur le... Je serai obligé, monsieur le Président, de vous quitter. Non, vous ne vous inquiétez pas, à 17h, on s'arrête. Juste, monsieur le Président, je sais, je suis ministre, mais... J'ai bien entendu que vous aviez ni pensé ni dit des choses sur l'insincérité ou la non-sincérité. Oui. Par contre, votre rapport, page 139, parle d'insincérité. Enfin, en tout cas, je s'interroge sur la sincérité à propos de la question des reports de crédit. Et page 75 sur la contribution sur la rente inframarginale. Voilà. Je voulais quand même le noter. Pierre Cordier, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Merci tout d'abord, Monsieur le Premier Président, pour les explications que vous nous avez données et pour le travail réalisé que l'on a regardé avec beaucoup d'attention. On a remarqué, Monsieur le Premier Président, ces derniers temps que le gouvernement pointait énormément du doigt les collectivités territoriales et qu'elle allait leur demander dans les prochaines semaines et les prochains mois un effort significatif
à hauteur, paraît-il, de 2,5 milliards d'euros. Mais j'allais dire, Monsieur le Premier Président, heureusement que les collectivités territoriales ne gèrent pas leur budget comme l'État le fait. Et quelque part, le plaidoyer dans vos documents sur la médiocrité de la politique budgétaire du gouvernement me rappelle les leçons que le groupe Les Républicains, depuis 2017, a reçues de M. Le Maire et de ses différents ministres du budget sur les LR. Vous êtes des inconscients, vous voulez toujours de la dépense supplémentaire sans faire d'économie, etc. Quand on voit aujourd'hui la manière dont le budget de la France est géré, permettez-moi de m'interroger sur cela. Quel constat d'échec? Voilà simplement ce que je voulais évoquer aujourd'hui sur cette politique du en même temps. Bien entendu, ça n'appelle pas, à mon avis, Monsieur le Premier Président, de remarques de votre part, mais je tenais à vous en faire part. Pierre Moscovici. Vous avez terminé en disant que ça n'appelait pas de remarque. Donc, ma part, en effet, puisque c'est une opinion, simplement, je vous donne rendez-vous fin juin, quand nous ferons notre propre revue de dépenses sur le financement des collectivités territoriales. Et par ailleurs, je participe, qualité de président de la Cour des comptes, au Conseil des finances publiques locales, qui, j'espère, parviendra à faire un travail utile et consensuel. Fabien Di Filippo. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, il y a des enjeux qui sont colossaux devant nous et les changements de prévision des uns et des autres, notamment du gouvernement. Et vous avez dit que ces prévisions ne vous paraissaient pas encore, je reprends le mot, forcément très cohérentes avec le consensus des économistes, nous interpellent. Alors 3 questions. La première, combien faudrait-il réaliser d'économies? On a entendu parler de 10 milliards d'euros en début d'année, encore 10 milliards cette année, 20 milliards l'année prochaine. Combien faudrait-il réellement pour stabiliser la charge de la dette? Non pas pour limiter son augmentation et renvoyer le problème au gouvernement suivant, comme Emmanuel Macron voudrait le faire, mais pour la stabiliser. Deuxième question, Emmanuel Macron nous dit qu'il n'y a aucun problème en France de dépenses excessives. Très bien, il n'y a pas de problème de dépenses. Alors, de combien faudrait-il augmenter les recettes? Et je parle là d'augmentation de taxes et d'impôts pour continuer de soutenir cette trajectoire-là. Et troisième question, quel garde-fou pourrait-on placer, notamment dans un contexte de majorité relative, lorsque les prévisions sont manifestement trop optimistes? Je ne me permettrai pas de dire insincères, mais en tout cas en dehors de tout consensus politique et économique. Merci. Réponse, et après, vous inquiétez pas, il n'y a que 2 orateurs, donc on aura fini. Bah écoutez, les 2 premières questions me paraissent très clairement s'adresser davantage au gouvernement qu'au président de la Cour des comptes et du HCFP. Quant à la dernière, je ne sais pas s'il faut parler de garde-fou, mais peut-être écouter davantage le Conseil des finances publiques, et ça me permet de vous redire la proposition qui est peut-être échappée, tant elle était noyée dans beaucoup de sujets importants, que le Haut Conseil puisse continuer à être saisi annuellement par le gouvernement sur le suivi des programmes de réforme, sans quoi nous n'aurons plus l'occasion de les suivre et de les présenter avec ce regard extérieur qui, j'espère, est quand même utile à tous. C'est pas technocratique, mais lucide et pluraliste. Et donc, c'est ce que je souhaite, que le Haut Conseil soit adapté aux nouvelles règles. Philippe Juvin. Merci, Monsieur le Président. Ma question est très simple, Monsieur le Président. C'est vous avez dit qu'il n'y avait pas d'insincérité, mais vous avez dit qu'il y avait un manque de cohérence. Un manque de cohérence. Est-ce que vous considérez que donc il y avait de l'incohérence dans la construction? Monsieur le Président. C'est un manque de cohérence. Encore une fois, nous pensons que le bouclage tel qu'il est extrêmement difficile à réaliser. Il repose sur des hypothèses qui doivent être mises en harmonie. Et d'ailleurs, nous suggérons certaines voies pour le faire. Le manque de cohérence. Je l'ai dit, pas d'insincérité, mais manque de cohérence. C'est le message que le Haut Conseil apporte très précisément. Et quant au manque de cohérence, mieux vaut en effet la rétablir. Merci. Enfin, Jean-Paul Mattei à distance. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, vos mots sont précis, bien pesés, devant en prendre acte. Et c'est en quelque sorte notre rôle à nous, politiques, d'en tirer les conséquences et essayer de trouver des solutions. Je suis quand même étonné qu'on n'ait pas des outils quand même un peu plus précis pour voir ce décrochage des recettes. Et est-ce que la Cour des comptes pourrait donner une méthode pour essayer de trouver des moyens pour avoir des informations plus fiables? Ce qui me fait dire qu'un PLFR un peu plus tardif permettrait d'avoir des données sur l'année 2024 beaucoup plus précis. Ensuite, tout à l'heure, on a évoqué les dépenses à l'os. Je crois que c'est notre président qui l'évoquait. Et vous aviez l'air d'avoir une certaine réticence sur une limitation des dépenses sur la croissance. Moi, j'aurais une question sur les recettes. Est-ce qu'on peut considérer que les recettes sont à l'os? Est-ce qu'on pourrait, en quelque sorte, avoir là aussi une aide de la Cour des comptes pour voir des recettes qui ne seraient pas
des recettes qui limiteraient la croissance, hein, puisqu'on a pour habitude de dire trop d'impôts tue l'impôt. Est-ce qu'on a quelques pistes où on pourrait rendre des recettes acceptables? Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Dernière réponse. Merci, Monsieur le Président Mattei. Vous savez, in fine, toute méthode pour bien évaluer les recettes reposera toujours sur les données de l'administration. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est vraiment elle qu'il faut interroger. Et d'ailleurs, vous le ferez, j'en ai aucun doute. Vous le ferez d'abord en parlant au ministre des Comptes publics, à qui je vais céder la place. Pour ce qui concerne les recettes, oui, nous avons quelques idées que vous connaissez. Par exemple, nous avons eu ici un débat devant vous sur un rapport du CPO qui, je crois, vous a beaucoup intéressé sur la fiscalité du logement. Et donc, il y a, pas sur étagère, mais toute une série de travaux assez intéressants. Je n'ai jamais considéré que la fiscalité était un débat tabou. Quand on ne peut pas parler de fiscalité dans un pays, c'est qu'il n'y a plus de débat politique. C'est toute l'histoire de notre République. Mais ça, c'est votre tâche noble que j'ai partagée jadis. De ce point de vue-là, je regrette presque de ne plus être avec vous de l'autre côté du banc. Je suis à ma place, mais il y a sans aucun doute de beaux débats devant vous. Monsieur le Président, merci. On vous libère. Merci, merci à vous d'être venu. À bientôt.